Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire Changer de cap pour une transition sociale écologique des pêches. On est à 100 participants et plus, donc je vous propose de commencer. Et je donnerai donc la parole à Claire Nouvian de Bloom, fondatrice et présidente de Bloom, pour donc lancer officiellement ce webinaire. Oui, Claire, tu as la bonjour parole. pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de se connecter. Donc, on va tout de même démarrer parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter, surtout évidemment les chercheurs qui ont mené les travaux. Donc, simplement pour vous situer un petit peu le contexte de ce travail. C'est que ça fait, comme vous savez, des années que Bloom est engagé auprès des pêcheurs artisans et interagit avec les pêcheurs semi-industriels et industriels. Et qu'on se pose vraiment une question fondamentale d'avoir sous les yeux la possibilité de voir le bilan factuel, social, économique et écologique de la pêche. Ça fait vraiment littéralement depuis le Grenelle de la mer en 2009 qu'on a besoin d'avoir ce tableau quantifié et rationnel de la performance des flottes de pêche françaises. Et pas seulement sous l'angle productif, hein, pas seulement sous l'angle monétaire ou financier, mais vraiment sous un angle plus global, holistique, en s'appuyant sur les trois piliers du développement durable, que sont évidemment les impacts écologiques, la performance économique et la performance sociale, si on ose utiliser ce terme pour l'emploi. Mais en réalité, vous verrez dans les travaux qui vous seront présentés que c'est tout à fait approprié. Donc, se posant cette question-là, on a fait appel à des conseils méthodologiques, à une discussion, parce qu'on a un petit peu challengé le Shift Project en leur disant que le plan de transformation de l'économie française qu'ils avaient brillamment conduit n'avait pas posé son regard sur le secteur de la pêche, alors qu'il avait un impact sur un milieu sauvage, qui en plus, l'océan étant le premier régulateur thermostat, on va dire, climatique, avait vraiment une fonction essentielle pour notre planète. Donc, nous avons échangé donc, avec le Shift Project et avec les bons conseils méthodologiques du Shift. Nous avons, avec la coopérative qui fait de l'ingénierie de recherche publique qui s'appelle l'Atelier des jours à venir, nous avons constitué un groupement de recherche en faisant appel à des chercheurs d'instituts de recherche publique situés à l'EHESS, CNRS. Et là, aujourd'hui, on entendra Didier Gasquel de l'Institut Agro et Harold Devrel d'AgroParisTech, qui ont travaillé avec des ingénieurs de recherche qu'ils vont présenter et mentionner parce qu'ils ont fait beaucoup de travail et que tout le monde ne peut pas prendre la parole, mais franchement, une grande partie, évidemment, des bénéfices de ce travail de recherche inédit leur reviennent. Aujourd'hui, donc, on va écouter dans l'ordre, je pense, Didier Gasquel ainsi que Harold Levrel. La modération va être assurée par Léna Fréjaville qui dirige le programme Transition chez Bloom. Il y a de très nombreux participants et vraiment merci à vous d'être venus en nombre, ce qui nous oblige évidemment à modérer les questions et nos échanges dans le chat que je vais surveiller. Je vais essayer de répondre à ce à quoi j'ai réponse au fur et à mesure. Et sinon, nous prendrons les questions à la fin de cette session que Léna va pouvoir modérer en passant la parole aux chercheurs. Donc voilà, comme je disais dans les travaux qu'on a présentés déjà au Parlement européen et dans une conférence de presse hier, il est très rare que j'ai de l'espoir, mais avec les travaux qui ont été menés, j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser que la rationalité de cette approche devrait pouvoir permettre un discours et une réflexion apaisée de la part des pouvoirs publics et avec une concertation avec les acteurs de la filière tout entière pour imaginer, maintenant qu'on a un cap, qu'on sait que le cap, il est quand même posé par des impératifs écologiques que sont l'instabilité, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. La question sera, à la fin de ce séminaire, évidemment, comment atteindre le cap. Et ça va pas se décider de façon unilatérale, ça va se décider en concertation. Et donc, pour bien clarifier, nous lançons aujourd'hui donc ce qu'on appelle un bilan intermédiaire en reprenant la sémantique et la méthode de travail du Shift Project, c'est-à-dire qu'on part d'une évaluation factuelle, objective, chiffrée, et c'est à partir de là qu'on entame
un travail de réflexion avec tout le monde. Donc, ce n'est qu'un début et c'est un début prometteur. Et maintenant, je propose qu'on écoute sans transition Didier Gasquel qui va nous présenter les travaux. Pour voilà, garder vos questions, mettez-les dans le chat et on essaie de modérer ça de façon efficace. On se retrouve à la fin. Didier, on te laisse prendre le contrôle. Donc Didier Gasquel, professeur et chercheur en écologie marine et qui sera accompagné dans sa présentation par Harold Levrel, professeur et chercheur en économie de la biodiversité à AgroParisTech. C'est à vous. Avec le micro, Didier, ton micro est coupé. Voilà, pardon. Oui, bonjour, bonjour et merci à tous d'être présents. C'est effectivement une présentation, on va faire à deux voix avec Harold Levrel, on va vous présenter un travail qui est conduit depuis maintenant un peu plus d'un an par toute une équipe, et en particulier, je tiens effectivement à les citer, par des ingénieurs d'études qui ont beaucoup travaillé sur ce projet, Florian Quimper, Quentin Lebras et Romain Mouillard. Moi, je m'occupe d'écologie marine et plus directement de durabilité des pêches depuis d'assez nombreuses années, et notamment d'évaluation des performances des flottilles. Et c'était une très belle opportunité, la dynamique qu'a créée Bloom avec le Shift Project, que de le faire de manière plus pluridisciplinaire et transversale dans un cadre un peu général. Alors, le travail qu'on vous présente aujourd'hui, pardon, j'ai un petit problème d'affichage. Ah. Voilà, pardon. Le travail qu'on vous présente aujourd'hui, il vise d'abord à définir une méthode d'évaluation des performances, comme il était dit, qui sont les performances à la fois environnementales, économiques et sociales des flottilles de pêche. L'idée, c'est d'avoir une vision aussi écosystémique que possible des impacts de la pêche sur les différentes composantes de l'écosystème et plus généralement sur l'environnement, et de mettre au regard d'une manière un peu unifiée ces performances environnementales avec ce que les flottilles peuvent créer comme richesse économique et ce qu'elles peuvent générer comme emploi, et plus généralement des indicateurs de performance économique et sociale. À partir de cette méthode, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, d'établir un état des lieux des performances des flottilles de pêche françaises, ou en tout cas, on va le faire dans un premier temps pour les flottilles de pêche françaises opérant dans l'Atlantique Nord-Est, c'est-à-dire toutes celles qui s'étalent depuis Boulogne jusqu'à Hendaye. On rajoutera dans un second temps la Méditerranée ou les flottilles distance. Mais c'est une première évaluation qui donne une vision, je pense, très large de ce qui se passe pour la pêche française. Et clairement, ce travail est aussi une première étape pour établir l'état des lieux et disposer d'une base de données. On va maintenant travailler, je leur dirai un mot en conclusion, sur la construction de scénarios de transition écologique et sociale du secteur. On est parti d'un questionnement qui s'appuie sur l'idée que ce ne sont pas les pêcheurs qui produisent, c'est la mer qui produit, ce sont les écosystèmes marins. Les écosystèmes marins nous fournissent ce qu'on appelle des services écosystémiques, ou ce qu'on réappelle aujourd'hui plutôt des biens produits par la nature, en fait, des captures qu'on peut pêcher, qu'on va essayer de pêcher le plus durablement possible. Mais voilà, il y a un certain nombre de tonnes qui sont disponibles, qui se concrétisent en particulier dans des quotas de pêche. Et la bonne question, c'est comment ces tonnes disponibles que la nature nous fournit, nous offre, on les utilise pour générer de la richesse économique et de l'emploi, et à quel prix environnemental on les utilise. Alors, un mot un peu rapide sur la méthode. La philosophie générale de ce qu'on a fait, c'est vraiment d'essayer de s'appuyer sur la meilleure donnée publique disponible. Alors, les données publiques ne sont pas forcément les meilleures disponibles, enfin les meilleures qui existent, mais elles sont disponibles. On s'est donc appuyé sur les bases de données, les très grandes bases de données qui ont maintenant été constituées année après année à l'échelle internationale. Alors d'une part par le Conseil international pour l'exploration de la mer, pour tout ce qui concerne notamment les bilans sur l'état des ressources, mais aussi un certain nombre de groupes de travail du CEM qui constituent des bases de données, par exemple regroupant les données des observateurs embarqués ou les données de sélectivité des engins de pêche. Et puis on s'est appuyé sur des données du CSTEP, le Conseil scientifique, technique, économique des pêches,
qui en particulier établit des bases de données sur les performances ou sur les indicateurs économiques et sociaux des différentes flottilles de pêche. Et puis, pour un certain nombre de ressources locales, on s'est aussi appuyé sur l'expertise et les données d'Ifremer. Alors, on a essayé d'utiliser les meilleures données disponibles, on a essayé aussi de s'aligner sur les méthodes, je dirais, up-to-date, développées dans les groupes de travail internationaux du CM et du CSTEP. Par exemple, je vais vous parler d'abrasion des fonds marins. On a essayé autant que possible de caler notre approche sur les résultats d'un programme européen qui s'est intéressé à la question, qui est le programme PANTIS, et des groupes de travail qui continuent à travailler sur ces questions-là. Donc, à partir de ces données, en s'appuyant sur ces méthodes, on a calculé 5 grandes empreintes environnementales et 5 indicateurs clés de performance économique et sociale. Les empreintes environnementales qu'on a pu estimer, c'est une empreinte surexploitation qui, vous le verrez, mesure la contribution de chaque flottille de pêche au phénomène de surexploitation. Vous savez que l'Europe avait en principe décidé de bannir la surexploitation. Elle l'a fait pas mal régresser, mais elle n'est pas complètement parvenue. Et il y a encore aujourd'hui tout un ensemble de ressources qui sont pêchées tout en étant des stocks surpêchés, surexploités. Et on regardera donc comment les différentes flottilles y contribuent. On s'intéressera à l'empreinte capture de juvéniles. C'est une question absolument essentielle parce que cette capture des juvéniles est en principe interdite par les textes de la politique européenne des pêches qui se fait l'obligation de protéger les juvéniles. En réalité, il y a des captures assez massives de juvéniles. Et cette question-là contribue énormément à l'impact que la pêche peut avoir sur l'abondance des ressources exploitées. Derrière, c'est une question d'impact sur les ressources, mais donc plus généralement de fonctionnement des écosystèmes, de fonctionnement des chaînes trophiques et de comment les différentes espèces peuvent continuer à jouer leur rôle dans le fonctionnement de l'écosystème. On s'intéressera à un impact abrasion des fonds marins, donc ces surfaces qui sont couvertes par les chaluts qui ont des impacts très forts et détruisent une partie de ce qu'on appelle la faune benthique. Il faut bien comprendre que le fond des océans est peuplé sur des superficies importantes d'une espèce de forêt animale qui est une partie importante de la productivité des océans, l'autre partie venant du phytoplancton. Mais ces peuplements sur les fonds marins contribuent à la productivité des océans et sont donc impactés par tous les engins qui traînent sur le fond. On regardera la question très importante, particulièrement d'actualité aujourd'hui, mais notre rapport est dans une perspective plus large, la question des captures accidentelles d'espèces sensibles, mammifères marins et oiseaux marins, et puis on regardera les émissions de CO2, ou en tout cas la partie des émissions de CO2 qui est liée à la consommation du gasoil et qui est un poste important évidemment de ces émissions de CO2, mais pas forcément le seul. Et on a croisé ces empreintes environnementales avec 5 indicateurs de performance économique et sociale, directement issus des travaux du CSTEP, et qui concernent l'emploi, les salaires, la richesse créée, qu'on peut quantifier au travers de la valeur ajoutée des différentes flottilles, la rentabilité, qui se mesure par un excédent brut d'exploitation, et puis les subventions. Et pour les subventions, on a repris ce qui est la norme dans la comptabilité internationale d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a inclus dans ces subventions ce qui concerne la détaxe du gasoil dont bénéficient les flottilles de pêche. Voilà, alors nos données elles vont se structurer autour d'un certain nombre de flottilles. On distingue, alors on a structuré les choses en grandes 12 flottilles de pêche, dites flottilles agrégées, et puis vous verrez qu'on a des flottilles un peu plus fines dans certaines analyses. Ces 12 grandes flottilles de pêche agrégées, elles distinguent 4 grandes familles d'engins de pêche. D'abord, les bateaux qui pratiquent majoritairement ce qu'on appelle les arts dormants, c'est-à-dire les lignes, les filets, les casiers. Ensuite, les bateaux qui pratiquent majoritairement les métiers du chalut pélagique. Le chalut pélagique, c'est un grand filet en forme d'entonnoir qui filtre la colonne d'eau et qui capture, alors qui en principe ne touche pas les fonds marins, mais capture les espèces de plein eau, notamment les anchois, les sardines, les harengs, les maquereaux et quelques autres. Troisième famille, les chaluts de fond.
chaluts et seines de fond d'ailleurs, si on veut être un peu plus précis, hein, qui, eux, vont impacter directement les fonds marins. Hein. Et puis, quatrième famille, les dragueurs. Alors, les dragueurs qui pêchent les coquillages, essentiellement en France, la coquille Saint-Jacques, mais pas tout à fait que. Ces dragueurs pratiquent la drague une partie de l'année, mais le reste de l'année font d'autres métiers, sont extrêmement polyvalents. Ils utilisent notamment soit des chaluts, soit très souvent des arts dormants. Et ces quatre grands types d'engins, on les a croisés avec trois grandes catégories de taille de bateaux. Hein, les petits bateaux dits côtiers qui mesurent entre 0 et 12 mètres, ou entre quelques mètres et 12 mètres. Les navires qu'on a qualifiés d'auturiers entre 12 et 24 mètres. Et les navires dits industriels qui capturent, qui regroupent les bateaux de plus de 24 mètres. Alors, j'ai un petit problème, c'est que moi, tout d'un coup, je ne vois plus la présentation. Voilà, ça y est, la revoilà. Alors, on peut aller regarder comment se structurent les flottilles en nombre de bateaux. En nombre de bateaux, l'immense majorité des flottilles de pêche françaises, près des 3/4, appartiennent aux navires côtiers. Beaucoup de petits bateaux. Les arts dormants tout seuls en font presque la moitié. Évidemment, les petits bateaux capturent peu. Et donc, lorsqu'on regarde en débarquement, on s'aperçoit que ces petits bateaux aux arts dormants, les côtiers aux arts dormants, présentent 10% des captures. Une part très importante des captures vient des chalutiers de fond ou chalutiers pélagiques, hauturiers et industriels. Voilà, alors une fois qu'on a posé cette structure, alors on peut dire aussi qu'on peut rajouter à ça des flottilles dites détaillées. Hein, le rapport présente les résultats pour 42 flottilles détaillées. On rentre un peu plus dans le détail. Alors, toujours un petit problème d'affichage. Alors Didier, Oui. tu es gelé également en termes de vidéo. Peut-être si tu coupes ta caméra, mais on t'entend très bien. Donc tu peux continuer comme ça. Voilà, alors je vais couper ma caméra pour voir si ça améliore. Mais je ne vois pas la présentation, donc c'est un peu compliqué de commenter en ne sachant pas où on en est. Alors, on est sur les résultats des empreintes environnementales. Tu vois toujours pas? Différentes empreintes. Alors j'aurais d'abord voulu parler à l'empreinte. Peut-être, Harold, essaye de reprendre la main sur le diaporama. Désolé pour ces problèmes techniques. Ok, je vais essayer. Si moi, du coup, je le vois arriver. Enfin, comme ça, je te fais confiance. Voilà, oui. Alors, absolument, je le vois. Voilà. Alors, première empreinte qu'on a calculée, et ça va me permettre de mieux expliquer cette notion d'empreinte, c'est l'empreinte sur exploitation. Cette empreinte sur exploitation, c'est donc la quantité ou le volume des captures faites sur des stocks surexploités. Alors, les stocks sont surexploités pas uniquement par l'activité d'une flottille, mais par l'ensemble des flottilles qui l'exploitent. Mais néanmoins, chacune des flottilles peut ou pas contribuer à ce phénomène de surpêche. Vous voyez que dans nos estimations, la quantité totale de poissons issus de stocks surexploités dans les flottilles qu'on a analysées est quasiment égale à 100 000 tonnes. En réalité, avec une incertitude, on entre 100 et 110 ou 120 000 tonnes. Le chiffre moyen, il est un peu inférieur à 100 000 tonnes. Et vous voyez que l'essentiel de cette empreinte sur exploitation, elle est liée à deux grandes catégories de flottilles. En rouge, des flottilles au chalut démersaux, un chalut de fond, donc ceux qui capturent voilà, les espèces de fond, notamment ici les lieux noirs, les morues, etc., un certain nombre d'espèces qui sont surexploitées. Et d'autre part, une autre partie très importante qui apparaît ici en jaune, les flottilles des chaluts pélagiques, qui donc au contraire capturent les espèces de plein eau, et en particulier ici, notamment les sardines et un certain nombre d'autres espèces ou stocks surexploités. Donc ces quatre flottilles, les chaluts de fond hauturiers et industriels, hein, représentent l'essentiel de l'empreinte, 84% de l'empreinte sur exploitation, alors que ces navires représentent de l'ordre de 60% des captures. Au total, 27% des captures viennent de stocks surexploités. Voilà, alors ces empreintes, on les a calculées, donc on en a calculé 5. Les 5 empreintes, je vous les commente rapidement. Alors, je ne sais pas si elles sont apparues, oui. Normalement, oui. Alors, hop. Là, tu les as ou pas? Non. Là, il y a l'histogramme, normalement, qui devrait apparaître. Je sais pas si histogrammes, oui.
Est-ce que, Léna, tu peux nous dire si... Peut-être que tu as le contrôle. Qui est-ce qui a le contrôle? C'est Harold? Harold. C'est moi, là. Alors, je vais essayer de reprendre, hein. On va voir si ça change quelque chose. Est-ce que tu vois le changement de slide, Didier? Ouais, mais là, c'est pas Didier là, qui fait cette partie-là. Donc, c'est la slide. Non, mais il y en a une avant. Il y en a une avant. Ouais. En fait, tu ne vois aucune slide, c'est ça? Si, je suis resté bloqué. Mais bon, je vais continuer en espérant que vous, que vous Mais c'est êtes la sur bonne la bonne. slide, là. D'ailleurs, je vais assez vite passer la main à Harold. Alors, D'accord. les 5 empreintes, vous les avez là. Je reprends pas l'empreinte sur exploitation. Vous voyez qu'il y a une empreinte juvénile. Alors, elle, on l'a exprimée en valeur relative, qui est très, très largement dominée par les chaluts, et plus particulièrement ici par les chaluts de fond, hein, qui sont des engins peu sélectifs. Et ces engins peu sélectifs, eh ben, capturent beaucoup de juvéniles. L'empreinte abrasion, alors on est dans des proportions encore beaucoup plus fortes, hein, puisque là, 90% de l'empreinte abrasion sur les fonds marins vient très directement des chaluts, et en particulier des chaluts, vient des chaluts démersaux, mais en particulier des chaluts démersaux industriels et hauturiers. Je vais tout de suite sur la dernière, je reviendrai sur l'avant-dernière avant. Enfin, une empreinte, la dernière, c'est l'empreinte émissions de CO2. On estime les émissions totales de CO2 de l'ensemble des flottilles qu'on a étudiées à 700 kilotonnes. Et là aussi, vous voyez que l'essentiel de cette empreinte, eh bien, elle vient des chalutiers. Donc, globalement, sur ces 4 empreintes, une empreinte très forte quand même des chaluts de fond, hein. Et puis, alors, une empreinte qui clairement nous donne un signal complètement inverse, hein, ou complètement différent, c'est l'empreinte espèce sensible, pour laquelle on voit que l'immense majorité de l'empreinte vient des arts dormants, et même plus précisément, une majorité de l'empreinte vient des arts dormants côtiers. Il y a au sein de ces flottilles, hein, une très forte hétérogénéité, et tous les métiers côtiers aux arts dormants ne contribuent pas à cette empreinte, mais d'une manière très claire, l'empreinte sur les mammifères marins, elle vient principalement des filayeurs, et notamment des filayeurs côtiers, un filet calé ou filet dérivant ou trémaille, et l'empreinte oiseau, qui est aussi très, très importante, elle vient majoritairement des métiers de la ligne, et plus spécifiquement des métiers de la palangre. Voilà, donc ça nous dresse déjà un bilan, vous voyez, d'un certain nombre de composantes de l'impact de la pêche sur les ressources exploitées, sur les fonds marins, sur un élément de la biodiversité marine, et elles nous permettent d'avoir ce premier bilan. Voilà, je laisse Harold enchaîner sur les indicateurs économiques, et je reprendrai la main un peu plus loin. Parfait, merci beaucoup Didier. Donc oui, effectivement, sur la partie économique, c'est un sujet important dans ce diagnostic, parce que quand on parle de transition écologique, on va souvent, voire toujours opposer des arguments d'autorité relatifs à l'emploi et relatifs à la richesse économique, hein, la richesse créée par les activités économiques. Et donc, c'est important de revenir là-dessus. Alors, premier résultat qui vont nous intéresser ici, c'est ceux qui concernent l'emploi. Alors, sur cette figure, vous avez les emplois qui sont générés en termes pour chaque millier de tonnes débarquées, hein. Et ce que l'on constate, c'est que sur les quelques flottilles qui sont présentées ici, hein, bon, c'est juste une petite illustration, on a une relation véritablement décroissante entre la création d'emplois et la taille des navires, hein. Plus les navires sont grands, et plus finalement, en fait, ils vont être intensifs en capital, hein, c'est un corollaire de la taille de ces navires, évidemment, eh bien, moins on va avoir de quantité de travail, d'emploi par tonne débarquée. Et on voit des différences importantes, hein, déjà ici, entre les arts dormants, hein, donc c'est l'exemple des filayeurs qui est pris ici, et puis les pélagiques, les chaluts pélagiques qui sont tout en bas. Si on va sur la diapo suivante, elle est un peu petite, je suis désolé, peut-être pas très facile à lire. Vous avez à l'extrême nord-ouest de la figure, en jaune, représenté les chaluts pélagiques. Et ce que l'on constate, c'est que les chaluts pélagiques industriels, c'est-à-dire ceux qui sont de plus de 24 mètres, vont créer autour de 3 emplois par millier de tonnes débarquées.
Et si on prend à l'extrême droite de la figure, en vert, on a les petits métiers ardormants, hein, donc les pêcheurs côtiers ardormants, qui eux sont à 30 équivalents temps plein créés par milliers de tonnes débarquées. Donc on a déjà là une illustration des différences massives qu'il peut y avoir selon les flottilles dont on parle en termes de création d'emplois. Hein. Là, c'est un facteur 10 qu'on peut observer. Alors, vous avez sur l'axe vertical les coûts salariaux, enfin, donc les salaires qui sont versés aux marins-pêcheurs. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a donc une tendance baissière, hein, c'est-à-dire les salaires sont d'autant plus petits que l'on crée de l'emploi dans une flottille donnée. Bon, ça, c'est assez classique, hein, c'est-à-dire plus on est intensif en travail dans une activité donnée, eh bien, généralement, plus on va avoir des salaires qui vont être à la baisse, parce qu'évidemment, on est très dépendant dans ces charges de ce facteur. Voilà, en moyenne, on constate que les ardormants sont 5 fois plus créateurs d'emplois par millier de tonnes débarquées que les chaluts pélagiques. Et donc, ça, c'est un fait qui est important parce que ça veut dire que sur certaines logiques de transition, hein, dont il faudra qu'on discute plus tard, mais on est plutôt dans une situation où on créerait de l'emploi, hein, si on va vers les ardormants et même d'ailleurs sur les métiers côtiers. Deuxième indicateur important, c'est la richesse créée, évidemment, hein, par ces activités. La richesse évaluée à l'aune de la valeur ajoutée, hein, c'est-à-dire en fait la valeur des débarquements moins la consommation intermédiaire. Et dans cette consommation intermédiaire, on va avoir notamment le carburant. Eh bien, on voit que la valeur ajoutée, là aussi, a tendance à baisser à mesure que la taille des navires augmente, avec à peu près la même hiérarchie que celle évoquée tout de suite, c'est-à-dire les fileyeurs qui sont plutôt créateurs d'une bonne valeur ajoutée par tonne débarquée. Donc là, on est autour de 3 € par kilo débarqué, et les chaluts pélagiques qui sont autour de 1 € par kilo débarqué, sachant que dans cette figure, on ne représente pas les caseilleurs et les ligneurs, donc qui sont encore au-dessus normalement. Je reprends de nouveau une figure qui nous permet d'évaluer cette richesse créée selon les types de flottilles. Donc là, c'est encore un niveau plus détaillé de flottille. On retrouve encore le même type de résultats, hein, toujours sur la gauche, les chaluts pélagiques, notamment industriels, qui créent peu de valeur ajoutée par millier de tonnes débarquées. Et puis sur la droite, donc les métiers art dormant, ligne, casier, filet, pour toutes les tailles. Et puis on peut noter aussi les chaluts de fond côtiers qui ont aussi une bonne efficacité en termes de création de valeur ajoutée par tonne débarquée. Là encore, on peut juste considérer de manière assez claire qu'il y a des différences importantes dans la valeur ajoutée créée par tonne débarquée, et ce n'est pas forcément des choses qu'on avait mis en perspective flottille par flottille de cette manière-là. Enfin, autre indicateur très important, c'est la rentabilité des flottilles qu'on évalue à l'aune de l'excédent brut d'exploitation qui est une sorte de bénéfice brut, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire c'est la valeur ajoutée de laquelle on déduit les salaires et les impôts sur la production, et auxquels on ajoute les subventions à la production. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que la rentabilité du capital, alors les différences sont moins marquées que sur les deux précédents indicateurs, on est plutôt sur un facteur 6 entre les extrêmes. Cependant, donc voilà ce qu'on peut encore pointer, c'est qu'on a une flottille qui est particulièrement profitable, enfin disons pas profitable, mais en tout cas très rentable, c'est les arts dormants industriels, donc c'est les très grands bateaux qui font des arts dormants, qui vont avoir un ratio excédent brut d'exploitation par rapport au capital qui est autour de 0,6. Donc voilà, une très bonne rentabilité. Et puis du côté à l'extrême inverse, de nouveau les pélagiques industriels et les chaluts démersaux qui sont industriels aussi. Donc les chaluts de fond et seines de fond industriels. Voilà.
Donc c'est un point important, cette question de la rentabilité, parce que c'est véritablement ce que rapporte un euro investi dans un capital donné, et on le voit, donc là, il y a des différences très importantes. Dernier indicateur économique, c'est celui des subventions. En effet, on sait que une partie des activités dépend des subventions fournies par la puissance publique. Et ce que l'on voit là, c'est qu'on a 3 flottilles qui sont dans une situation vraiment, qu'on peut dire, extrêmement vulnérable, hein. Ce sont celles que l'on retrouve en bas à droite. Donc, les chaluts démersaux, les chaluts et seines démersales industriels et hauturiers, et les chaluts pélagiques industriels. Alors, pourquoi ils sont dans une situation hyper vulnérable? C'est parce que leur rentabilité, enfin leur excédent brut d'exploitation, il est inférieur au niveau des subventions. C'est-à-dire que si on supprime les subventions, il n'y a plus aucune rentabilité pour ces flottilles. Donc, c'est évidemment une situation où il y a une forte dépendance par rapport aux aides publiques et il y a une forte vulnérabilité à tout aléa. Alors, les premiers aléas auxquels on pense, c'est évidemment l'évolution du prix du carburant, hein, mais ça peut aussi être des changements dans les politiques publiques et tout autre événement qui fait que ces flottilles sont vraiment à la merci du moindre aléa. Et puis, en haut à gauche, on a les flottilles qui ont une très bonne je dirais, performativité économique au regard des subventions octroyées, puisque dans l'axe vertical, ce que l'on constate, c'est que celle qui est tout en haut à gauche, donc c'est les arts dormants côtiers, hein, les petits pêcheurs côtiers qui pratiquent la pêche aux arts dormants, eh bien, en fait, pour 1 euro de subvention donnée, ils vont créer 9 euros de richesse, hein, de valeur ajoutée. Alors que tout en bas, si on reprend nos chaluts pélagiques industriels, pour 1 euro de subvention donnée, ils vont créer autour de 2 euros de richesse. Donc à la fois sur la partie rentabilité et sur la partie création de richesse, on voit que en fait, du côté des subventions, on a un gros sujet. Donner des subventions à des flottilles qui ne sont pas rentables, ça peut se justifier si ces flottilles, enfin si c'est valable pour n'importe quelle activité économique, hein, si cette activité économique génère beaucoup de bénéfices sociaux. Or là, au regard de ce qu'a montré Didier juste avant, du point de vue écologique, ce n'est pas le cas, hein. On est plutôt sur les arts les métiers les plus destructeurs qui vont être le plus subventionnés, et ce n'est pas non plus ceux qui créent d'emplois. Donc c'est vrai que ça questionne quand même sur est-ce que ces subventions sont bien allouées dans ce système. Donc, je redonne la main à Didier. Bien. Alors, on peut essayer de croiser les différents indicateurs en allant faire un bilan. Dans un premier temps, je vais reprendre les indicateurs d'empreinte environnementale, mais on va les croiser juste après. Et regarder finalement le bilan des différentes flottilles. Donc, je commence ici avec... Pardon, excusez-moi. Donc, je commence ici avec les chaluts et seines de fond. Et vous voyez les 5 empreintes qui apparaissent sur ce graphique radar. Et ce qui est très frappant, alors ils sont en valeur relative, donc ça va entre le 0 et la flottille qui a l'empreinte la plus élevée, hein, c'est un 0 maximum, quoi. Et donc on voit que le maximum est atteint, eh bien 4 des 5 maximums sont atteints par des flottilles de chalutiers, alors selon les cas, soit hauturiers, soit industriels, qui ont donc ces empreintes très fortes, que ce soit en surexploitation, en juvénile, en abrasion ou en CO2. Bien sûr, l'empreinte espèces sensibles, mammifères et oiseaux marins fait exception. Si on compare ça avec les chaluts et seines pélagiques, donc chaluts et seines de pleine eau, hein, ou avec les arts dormants, eh bien, on voit qu'il y a une image très, très différente. Les chaluts et seines pélagiques, en empreinte brute, ont globalement une empreinte relativement limitée. Ne fait exception que le cas de la surexploitation et notamment pour les flottilles hauturières, hein, en raison du fait que on a là derrière des seines notamment qui capturent beaucoup de sardines surexploitées sur la période de référence de l'étude. Et puis de la même manière, les arts dormants, filets, lignes, casiers, tous ensemble, hein, ont des empreintes dans l'ensemble réduites, hein, très faibles, sauf pour cette empreinte espèce sensible, et en particulier l'empreinte espèce sensible des côtiers, qui est une véritable, je dirais, elle apparaît comme telle dans le graphique, épine
dans la durabilité de ces flottilles-là et une question sur laquelle elles ont à travailler de manière tout à fait évidente. Alors, ça, c'est les empreintes un peu brutes. Et puis, on peut se dire... elles sont reliées aussi au volume de la flottille, enfin à ce qu'elle capture. Et c'est là qu'on peut commencer à rentrer un peu dans les interactions. Donc, revoilà ces mêmes empreintes, cette fois-ci exprimées par tonne sur la première ligne, hein, par euro de valeur ajoutée, donc par richesse en fonction de la richesse créée sur la deuxième ligne, et puis par emploi exprimé en équivalent temps plein sur la troisième ligne. Et ce que vous voyez sur ces graphiques-là, c'est que l'empreinte forte l'empreinte des chaluts, elle reste des chaluts de fond, elle reste forte quelle que soit la métrique utilisée. Même si on raisonne par tonne, même si on raisonne par rapport à la richesse créée ou par rapport à l'emploi créé, globalement, cette empreinte-là reste forte. À l'autre extrême, dans la colonne de droite, vous voyez que l'empreinte des arts dormants, eh bien, elle reste faible, alors à des niveaux divers, mais globalement, elle reste faible sur tous les indicateurs, quelle que soit la métrique utilisée, sauf quelle que soit la métrique utilisée, toujours et encore pour le cas des espèces sensibles. Et puis, il y a quand même une flottille, une catégorie de flottilles pour lesquelles les choses changent, c'est la colonne du milieu, c'est-à-dire les chaluts et seines pélagiques, hein, ces engins de plein eau qui capturent tout le cortège des poissons bleus. Hein. On voit que là, l'empreinte rapportée à la tonne, elle est relativement faible, sauf pour la surexploitation, mais que rapportée à l'euro de valeur ajoutée ou à l'emploi, eh bien, il y a au moins une des empreintes qui augmente très très fortement, c'est l'empreinte CO2. Et ça, c'est évidemment lié au fait que ces bateaux exploitent des gros tonnages d'espèces à valeur relativement faible, en finalement dégageant une valeur ajoutée faible et surtout en générant un nombre d'emplois très faible. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que le bilan émissions de CO2 des chaluts pélagiques, il est très bon quand on le rapporte à la tonne, hein, incontestablement, mais à l'inverse, c'est le bilan le pire parmi toutes les flottilles qu'on a observées lorsqu'on le rapporte à la richesse créée ou à l'emploi. Voilà, alors de cette approche-là, on peut essayer de tirer une typologie hein, des différentes flottilles. En distinguant différentes catégories. Alors, première catégorie, c'est les flottilles qu'on va pouvoir qualifier de vertueuses. C'est le cas en particulier des caseilleurs côtiers. C'est le cas globalement des dragueurs côtiers. Et puis, c'est le cas des ligneurs industriels qui sont plus loin et dont l'empreinte, y compris espèces sensibles, au moins quand on la rapporte à la tonne, me paraît relativement limitée. Donc, vous voyez qu'on a dans la partie gauche du graphique les indicateurs économiques. Donc, ces flottilles-là, elles génèrent beaucoup d'emplois hein, à partir de la production naturelle. Elles génèrent beaucoup de richesses. Elles ont un EBE favorable. Elles touchent peu de subventions. Et elles ont des empreintes faibles en matière de surpêche, de risque de juvénile, d'abrasion, d'espèces sensibles ou d'émissions de CO2. Des flottilles qui ont un bilan plus contrasté. Ce sont en particulier les flottilles de fileyeurs et de palangriers côtiers, hein, alors qui ont toujours des bons bilans économiques et sociaux. Il faut même dire d'ailleurs que les fileyeurs et les palangriers, c'est même eux qui créent vraiment le plus d'emplois et le plus de valeur ajoutée à la tonne. Hein, donc je dirais ils sont dans le domaine super vert. Par contre, déjà un petit peu plus de subventions et surtout cette empreinte espèce sensible qui est évidemment problématique pour ces métiers-là. Un autre exemple de flottille dans lesquelles on a du contraste, c'est des flottilles de chaluts pélagiques, chaluts de plein eau, hauturiers et industriels. On l'a vu, ceux-là, leur bilan environnemental, il est globalement relativement bon, hein, mais à l'inverse, leur bilan économique et social, il est assez désastreux, avec très peu d'emplois créés, très peu de valeur ajoutée créée, et puis ce problème de l'EBE inférieur aux subventions reçues, dont vous parlez Harold juste précédemment. Et puis enfin, il faut bien le dire, il y a la dernière catégorie de flottilles, ce sont les flottilles de chaluts de fond,
industriels et hauturiers, hein, pour lesquels vous voyez que les indicateurs sont au rouge sur les performances économiques et sociales et sont aussi au rouge, sauf pour l'empreinte espèce sensible, pour tous les indicateurs d'empreinte. Alors, de nouveau, moi je ne vois plus rien. Voilà, c'est le moment que je repasse la parole à Harold, ça tombe bien. Ouais, merci. Parfait. Merci Didier. Donc, oui, la question suivante, c'est c'est quoi la suite? Et donc, c'est de travailler sur des scénarios de transition, hein, dans une perspective prospective, où on va regarder comment en fait le système peut évoluer. Alors, pour regarder comment le système peut évoluer, il faut tout d'abord admettre qu'un système, et c'est le cas pour la pêche comme pour beaucoup d'autres systèmes, c'est complexe, hein, et aujourd'hui, les activités de pêche, elles doivent être appréhendées non pas uniquement comme des questions technico-économiques ou strictement halieutiques, mais comme un ensemble de dynamiques qui sont interdépendantes. Et là-dedans, on va retrouver des choses qui renvoient aux systèmes d'information aujourd'hui qui sont utilisés pour décrire les pêcheries, avec quand même un focus qui nous semble trop important sur la simple productivité des flottilles, des questions technologiques qui sont associées disons aux engins dominants aujourd'hui qui sont utilisés dans le domaine de la pêche et dont on voit que les arts traînants, et en particulier les chaluts de fond, posent des questions quand même fondamentales. Mais en fait, penser la transition de ces activités, ça veut dire aussi admettre que ces activités sont le fruit d'une histoire. Donc, on parle d'un sentier de dépendance en économie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à imaginer des transitions de manière radicale, alors qu'on sait que ce capital, il a nécessité pour les pêcheurs de s'endetter. Donc, évidemment, des considérations qui sont très compliquées à appréhender quand on veut initier des changements. Par ailleurs, à cela s'ajoutent des représentations, hein, c'est là qu'on parle de perception individuelle, des représentations évidemment dans le monde de la pêche, de la transition qui peut être vécue comme quelque chose qui est extrêmement douloureux, parce que on a des habitudes, des routines que l'on suit parfois depuis plusieurs décennies. Transformer un système, ça veut dire transformer un quotidien. Donc ça, il ne faut jamais oublier que quand on parle de transition, on parle d'un quotidien de milliers de personnes, et c'est évidemment extrêmement important de prendre ça en compte. Si je regarde en haut à droite, là, les institutions, les règles du jeu dans le système, elles jouent une fonction très particulière. On le sait aujourd'hui, un élément qui bloque le système, c'est les quotas de pêche et les droits de pêche qui sont attribués principalement au bénéfice des gros bateaux. Et ça, pour initier des transitions, là aussi, c'est un sujet qui est central. Sans travailler sur ce sujet, on ne peut pas, des quotas, on ne peut pas imaginer de transition. Et puis, du côté organisation-gouvernance, on comprend aussi qu'il y a des rentes de situation, qu'il y a des formes organisationnelles qui sont peut-être à travailler, donc là, qui touchent aussi à des sujets politiques. Alors, je vous rassure, on ne va pas travailler sur tous ces aspects-là. Ce qu'on va privilégier, c'est des réflexions sur ce qu'on appelle la triple productivité et ce qu'on a dessiné là en quelques diapos, c'est-à-dire une productivité qui se conjugue du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue écologique. On va travailler sur des choses assez classiques dans les sciences halieutiques, c'est-à-dire le changement de maille pour voir les effets que cela peut générer, mais peut-être de manière plus décisive sur les changements possibles du côté des quotas de pêche. Et en faire les bilans écologiques. Et puis, quelque chose qu'on a déjà commencé à initier, c'est des transformations autour des perceptions. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de la pêche, il n'y a pas déjà des représentations différentes de ce que peut être la pêche de demain? Et c'est certainement le cas. Quentin Lebrac a déjà mené qui était à l'initiative de ce projet, une des personnes qui était mentionnée en introduction, a déjà mené des entretiens auprès des pêcheurs, de professionnels, et qui ont permis de dessiner en fait une grande diversité de manières de considérer la transition. Pour certains, la transition, ça va être quelque chose qui va être une simple adaptation, donc qui va être adopté que sous la contrainte, dans un contexte où finalement les choses seront vécues de manière assez douloureuse, encore une fois. D'autres pour lesquels la transition, ce n'est pas un sujet. Et puis d'autres acteurs qui commencent à être proactifs sur ces enjeux de transition, en pensant peut-être des transitions qui vont permettre de valoriser plutôt le bien-être
plutôt que des objectifs de production à tout crin, ou des visions qui peuvent même être assez radicales, hein, avec des formes de vision révolutionnaire où on pourrait repasser à des versions bateau à voile, avec des approches très voilà, radicales dans les changements, et puis des pragmatiques aussi, hein, qui en fait sont prêts à changer si on leur dit qu'ils vont gagner mieux leur vie avec de nouvelles manières de faire de la pêche. Donc, il y a une grande diversité de perceptions autour de cette question de la transition, et c'est aussi quelque chose qu'on veut investir fortement, parce que l'enjeu, c'est évidemment de faire cette transition avec les professionnels. Les scientifiques, quelque part, sont là juste pour présenter des résultats, et évidemment, c'est du côté des acteurs de ces filières, de ces secteurs, et qui impliquent d'ailleurs les filières aval, notamment, que des changements peuvent être enclenchés. Et la dernière diapo est pour Didier. Oui, alors, quelques mots de conclusion. D'abord, pour insister sur l'idée qu'il y a déjà eu des travaux, évidemment, d'évaluation des performances économiques ou environnementales des flottilles, souvent à des échelles locales et rarement en croisant les deux. Donc, je pense que c'est vraiment une première évaluation et la mise sur la table d'une méthode un peu unifiée, hein, d'évaluation systémique et interdisciplinaire des performances plurielles des flottilles de pêche françaises. Deuxième élément de conclusion, clairement, cette première évaluation, elle fait apparaître des contrastes très forts, hein, entre les flottilles. Alors, on vous a montré les principaux résultats des flottilles dites agrégées, hein. Il y a dans le rapport des résultats plus détaillés sur les flottilles dites détaillées. Ces contrastes forts, ils sont liés à deux grands facteurs, hein. Un facteur engin de pêche, qui oppose à une extrémité, je dirais, les arts dormants, et à l'autre extrémité, les chaluts de fond, et qui détermine assez largement toutes les questions d'empreinte environnementale. On l'a vu avec des empreintes environnementales fortes sur 4 des indicateurs pour les chaluts de fond, et fortes à l'inverse sur les espèces sensibles pour les arts dormants. Et puis un effet taille des navires, taille des navires qui oppose les petits bateaux aux gros bateaux, on va dire, hein. Et qui, eux, influencent, alors en partie aussi sur les empreintes environnementales, mais peut-être plus encore et surtout sur les performances économiques et sociales, avec beaucoup d'emplois, beaucoup de valeur ajoutée créée par tonne de produits du côté des côtiers, beaucoup moins du côté des industriels. Alors évidemment, hein, les flottilles ne sont pas toutes interchangeables les unes avec les autres. Ça, c'est des aspects sur lesquels on va commencer à travailler. Elles sont pour partie, des fois, en concurrence directement sur les mêmes stocks. Et le fait qu'elles n'aient pas les mêmes bilans pose évidemment un certain nombre de questions. En fait, le travail qu'on vous présente là aujourd'hui, c'est pour nous une base de connaissances. Alors, une base de connaissances, peut-être pour un pilotage stratégique du secteur. Ça pose en particulier des questions, on l'a dit à plusieurs reprises, quant à l'utilisation aujourd'hui des subventions, hein. Mais une base de connaissances aussi pour aller construire des scénarios. Et ça, c'est sur ça qu'on va travailler dans la période à venir, en explorant un certain nombre de scénarios, alors notamment en matière d'augmentation des maillages, mais aussi de redistribution des quotas de pêche, ou différents scénarios. Et on souhaite que ces scénarios, on souhaite nous fournir des données, des évaluations, des quantifications qui viennent nourrir un processus de co-construction qu'on souhaite nouer avec l'ensemble des acteurs. L'objectif, c'est bien d'arriver à déterminer, à proposer dans la période à venir une espèce de feuille de route pour une transition écologique et sociale du secteur des pêches en France. Et l'actualité, je dirais, plus que jamais, nous dit qu'il y en a un besoin absolument urgent. Voilà, je vous remercie. Vous trouverez, alors peut-être dernier élément, vous trouverez voilà, derrière ce QR code ou à l'adresse qui est là. Alors les deux rapports, hein, celui qui correspond à l'étude qui a été menée par Quentin Lebras, dont on a assez peu parlé, enfin Carole l'a évoqué quand même en dernière partie, et puis celui sur la cartographie qui a été piloté par Florian Quimper. Un grand merci Didier, Harold. Vous avez suscité énormément de questions déjà dans le chat. On les prendra à la fin. En revanche, si d'ores et déjà vous pouvez donner des premières réponses à certaines par écrit dans le chat, je pense que voilà, ça permettra d'avoir des premiers éléments. On va enchaîner avec une autre présentation.
Théophile Prota, qui est économiste, et Augustin Lafond, donc chercheur chez Bloom, Théophile Prota, pardon, pour l'Institut Rousseau, ont travaillé donc sur l'allocation des subventions publiques au secteur de la pêche entre 2020 et 2022, de manière très fine, et ils en ont fait une synthèse. Ils vont vous partager donc leurs résultats, et je te laisse, Augustin, prendre le contrôle. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Merci pour cette présentation, Léna. Nous allons maintenant vous présenter avec Théophile les résultats d'une étude qui a été co-réalisée entre Bloom et l'Institut Rousseau et qui s'intitule À contre-courant. Voilà, et qui a constitué en la réalisation d'une synthèse des subventions publiques allouées au secteur de la pêche en France entre 2020 et 2022. Et comme nous allons vous le montrer, nous montrons dans cette étude que l'action publique est à contre-courant des enjeux de transition du secteur. Donc, pour contextualiser un petit peu cette étude, il faut savoir que la surpêche a été identifiée comme le principal facteur de destruction des écosystèmes marins au cours des 50 dernières années par l'IPBES. Donc, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et les scientifiques nous disent également que près de 35% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités, contre seulement 10% dans les années 70. Parallèlement à cette dégradation de la biodiversité marine, le rôle des subventions dans la surcapacité des flottes et la surexploitation des stocks de poissons a clairement été mis en évidence dans les années 90 par les experts. Et face à ce constat, les organisations internationales ont progressivement intégré l'objectif de réguler les subventions à la pêche dans l'agenda international, mais cela a pris du temps, beaucoup de temps, puisque c'est seulement en 2015 que l'ONU a intégré l'objectif d'éliminer les subventions à la surcapacité, à la surexploitation des ressources et à la pêche illégale dans l'objectif de développement durable 14.6. Et plus récemment, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en juin 2022, un premier accord multilatéral a été adopté à l'Organisation mondiale du commerce pour réguler les subventions allouées à la pêche, les subventions néfastes. Donc, malgré ces avancées qui semblent positives sur le papier, les dernières estimations du montant total des subventions allouées au secteur de la pêche à l'échelle mondiale font état de près de 35 milliards de dollars de subventions, donc en 2018. Sur ces 35 milliards de dollars, près de 60% des subventions sont considérées comme néfastes, c'est-à-dire qu'elles encouragent la surcapacité et la surexploitation, et près de 22% des subventions sont des aides au carburant. Une autre étude a par ailleurs montré que près de 80% de ces subventions à l'échelle mondiale sont captées par la pêche industrielle, qui représente en termes de nombre de navires moins de 20% de la flotte mondiale. Alors, quelles sont les entités politiques qui subventionnent le plus la pêche dans le monde? On a en première position la Chine et en deuxième position l'Union européenne, avec trois pays clés qui sont l'Espagne, le Danemark et la France, puisque ces trois pays représentent près de la moitié des captures en Europe. Et enfin, en France, le secteur de la pêche a bénéficié historiquement d'un large soutien des pouvoirs publics, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec une industrialisation qui a été encouragée par les pouvoirs publics. Et ce soutien a perduré dans le temps, notamment suite à une succession de crises qui ont commencé dès les années 70 avec l'augmentation des prix du carburant, puis un peu plus tard avec la crise de la raréfaction des ressources. Et les pouvoirs publics, face à ces crises, ont à chaque fois subventionné en masse le secteur sans vraiment essayer d'entamer des changements structurels de ce secteur de la pêche. Donc, actuellement, le secteur de la pêche est en crise permanente. Il connaît des difficultés structurelles, notamment en raison de sa forte dépendance au carburant et de la raréfaction des ressources, et des difficultés conjoncturelles qui viennent aggraver ces fragilités structurelles, notamment en raison de toute une série de crises inédites qui ont eu lieu ces dernières années, avec en 2020 le Covid, 2021 le Brexit et 2022 le début de la guerre en Ukraine.
Donc, face à ces difficultés, la transition sociale et écologique du secteur est devenue urgente. Et les principales questions auxquelles nous avons cherché à répondre dans cette étude sont les suivantes. Quel est le montant des subventions allouées au secteur de la pêche en France? C'est une question qui peut paraître bateau, mais pour l'instant, il n'y a pas de bilan exhaustif et récent des subventions allouées au secteur de la pêche en France qui a été réalisé par les pouvoirs publics. Deuxième question, quelle est la part de ces subventions dans le bilan économique des flottes? Troisième question, que financent-elles et qui en sont les principaux bénéficiaires? Et enfin, nous avons cherché à savoir si ces aides soutiennent ou non la transition sociale et écologique du secteur. Et pour l'explication de la méthodologie que nous avons suivie pour réaliser cette étude, je laisse la parole à Théophile. Merci Augustin. Alors, donc nous sommes partis de la définition de l'OMC en matière de subvention. Donc synthétiquement, on prend en compte les aides directes, donc les versements directs, mais aussi les aides indirectes, qui se traduisent à travers les exonérations de taxes. Donc on a regardé à un niveau ce qu'on trouvait au niveau national. On s'est principalement appuyé sur les documents budgétaires de l'État, donc plus précisément les projets de loi de règlement. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait calculer les exonérations. Donc on a fait, comme l'avait présenté par Didier Harold, on a regardé les données présentes dans le CSTEP pour pouvoir calculer les montants de remise à la pompe en regardant les consommations présentes dans le CSTEP, mais regarder aussi le nombre de marins déclarés dans les données du CSTEP pour pouvoir calculer les exonérations sur les cotisations sociales. Au niveau européen, on a principalement regardé les données du Fonds européen au secteur de la pêche, donc les crédits européens versés à la France dans le cadre du FEAMP. À cela, nous avons ajouté les aides exceptionnelles liées à la crise du Brexit et enfin les accords de pêche qui concernent les bateaux pavillon français. Enfin, sur ce périmètre de données utilisé, on a identifié à certains moments des aides, en tout cas des subventions qui pourraient concerner le secteur de la pêche, mais qui étaient parfois pas suffisamment discriminées. Par exemple, les aides, des budgets qui concernent à la fois le secteur de la pêche et le commerce maritime. Ou alors, concernant les collectivités territoriales, il était difficile de discriminer dans les montants déclarés, ce qui proviennent du FEAMP, ou bien de la fiscalité propre des collectivités. Donc, en résumé, on a pu estimer une enveloppe de 327 millions d'euros de subventions versées au secteur en 2021. Dans les grandes tendances, c'est plus de 60% qui concernent les exonérations en lien avec le gasoil. Et sur l'ensemble de ces subventions, on a identifié un peu moins de 12% d'entre elles qui se voient adosser un critère de transition. Ouais, je vais vous présenter juste après ce qu'on entend par critère de transition. Avant ça, je repasse la main à Augustin. Parmi les résultats marquants donc, de cette étude, nous montrons que le secteur de la pêche survit en grande partie grâce aux subventions publiques, puisque les subventions et exonérations fiscales représentent près de 30% du chiffre d'affaires du secteur. Alors en 2021, le chiffre d'affaires du secteur en France était de 1,13 milliard d'euros. Et sur ces 1,13 milliard d'euros, le secteur a réalisé environ 29 millions d'euros de bénéfices nets. Et nos estimations des subventions pour cette année indiquent que le secteur aurait perçu près de 327 millions d'euros de subventions, donc des subventions directes, c'est-à-dire des crédits de paiement et des subventions indirectes via toute une panoplie d'exonérations fiscales sur le carburant, les faibles taux de charges sociales, etc. Donc, ce constat fait écho aux conclusions qui avaient déjà été formulées en 2010 par les inspecteurs de la Cour des comptes, qui pointaient du doigt dans un rapport déjà l'importance des dépenses fiscales liées à l'exonération de la taxe sur le carburant, donc la TICPE, taxe intérieure de consommation,
consommation sur les produits énergétiques, qui s'élève à environ 60 centimes d'euros par litre de carburant acheté. Et ce rapport a estimé à l'époque, donc en 2018, à plus d'1 milliard d'euros les subventions publiques allouées au secteur de la pêche. Donc, on a des montants assez différents de nos estimations. C'est lié en partie au fait que les inspecteurs de la Cour des comptes avaient inclus à l'époque les aides versées par l'État à l'ENIM, donc le régime social des marins. Pour la suite des résultats, je laisse la main à Théophile. Alors, un deuxième grand résultat, donc, qui est en lien avec les exonérations sur le gasoil. Donc, on a identifié environ un peu plus de 60% de l'ensemble des 327 millions d'euros qui sont dus aux exonérations sur le carburant, ce qui représente environ 206 millions d'euros. À peu près 50% de ces subventions sont captées par des navires de plus de 24 mètres. À l'inverse, enfin de 24 mètres et qui représente, pour donner les ordres de grandeur, à peu près 3% de la flotte et 28% de l'emploi, quand des navires côtiers de 12 mètres et moins représentent 87% de la flotte, 46% des équivalents temps plein, mais captent en revanche 16% de ces subventions. Voici pour un deuxième résultat majeur. Un troisième grand résultat, du coup cité un peu plus haut, c'est qu'un peu moins de 12% de ces subventions sont adossées à un critère, on va dire, qu'on a qualifié de durabilité. Ça représente 37 millions d'euros. Et dans ces critères de durabilité, ce qu'on entend derrière, c'est un peu flou, mais disons qu'on a essayé de... C'est parfois un peu flou, pardon. On a essayé de s'appuyer sur les informations disponibles, donc ce qui est majoritairement des lignes, les intitulés des lignes budgétaires pour à la fois les données FEAMP et les données issues des documents budgétaires nationaux. Dans le FEAMP, il y avait un peu plus d'informations adossées à ces différentes lignes budgétaires, à ces différents montants d'aide. Mais en revanche, pour les documents nationaux, on voyait quasiment jamais que ces montants étaient assortis d'une définition, d'un indicateur d'impact. Et globalement, ils n'ont pas l'air de faire l'objet d'un suivi. Et enfin, pour ce qu'on a pu déduire de ces informations, notre impression, c'est que les aides en lien avec la transition ou qui tendent à vouloir rendre le secteur plus durable sont surtout ciblées vers une volonté de décarboner, parfois en améliorant la motorisation, mais prennent rarement en compte des enjeux de réduction de l'impact sur la biodiversité marine, par exemple. Enfin, un dernier grand résultat qui avait été aussi pointé par la Cour des comptes en 2010, c'est qu'il est assez difficile, donc a été expliqué, je l'ai expliqué un peu précédemment, mais c'est assez difficile de consolider l'ensemble des subventions versées directement par les collectivités territoriales en dehors des aides FEAMP dont elles sont mandatées de faire le versement. Donc les aides sur fiscalité propre, donc on a décidé de pas les intégrer dans le montant final. Mais c'est sans doute quelque chose à creuser à l'avenir. Du coup, à l'égard de ces résultats que nous vous présentons et face à l'urgence sociale et écologique du secteur, nous formulons 3 recommandations principales. La première, c'est de mettre progressivement fin aux aides gasoil. Cela passe par arrêter progressivement l'exonération de la TICPE qui incite à la consommation excessive de combustibles fossiles par les navires industriels principalement. Instaurer une taxation progressive en fonction des volumes de carburant consommés afin d'encourager les pratiques les moins énergivores et utiliser ces recettes fiscales pour financer la transition sociale et écologique du secteur. En recommandation numéro 2, il nous semble indispensable de flécher les subventions vers la transition sociale et écologique du secteur. Les subventions doivent favoriser les pratiques à la fois bas carbone, à la fois
qui ont un faible impact sur les écosystèmes marins et qui sont pourvoyeuses d'emplois. Les trois en même temps. Les subventions accordées aux techniques de pêche destructives doivent être éliminées et redirigées vers la transition du secteur. Et des critères de durabilité clairs doivent être établis et un suivi de l'utilisation des subventions doit être mis en place. Et enfin, la troisième recommandation que nous formulons est de renforcer la transparence des subventions. Ça, c'est un combat de longue haleine que l'on mène chez Bloom. Nous demandons une revue systématique, exhaustive des dépenses publiques accordées au secteur de la pêche qui doit être réalisée par les pouvoirs publics. Ces données financières doivent être couplées à des données socio-économiques et environnementales et à une résolution fine à l'échelle des navires lorsque cela est possible. Et ces données doivent être rendues intégralement publiques et disponibles dans un format ouvert. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Théophile et Augustin. Donc on a pu avoir 2 présentations du côté donc, de la recherche. Et là, on vous propose un temps d'échange plutôt sous forme de table ronde, donc avec 3 pêcheurs et représentants de la profession. Anne-Marie Vergès de Plateforme de la Petite Pêche, Charles Brenne de Pleine Mer et Ken Kawahara de l'Association des ligneurs de la Pointe de Bretagne. Et voilà, ils ont des témoignages à vous partager qui sont sidérants et ils vont les faire à travers des questions. Donc moi, j'ai une première question pour Anne-Marie. Est-ce que, Anne-Marie, tu pourrais nous parler de la situation de la petite pêche dans le sud-ouest et surtout de l'évolution de cette pêche dans la région, l'évolution que tu as pu vivre? Oui, alors bonjour à tous. Aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, il reste à peu près une trentaine de bateaux, tous métiers confondus. Sachant que dans les années 90, il y avait environ 80 navires, dont une trentaine de ligneurs qui, selon les saisons, diversifiaient leur pêche, merlu, bar, maquereau, thon, selon les saisons. Mais bon, maintenant, c'est plus possible en raison des licences et des quotas. Les chalutiers pélagiques, alors en vogue, ne traquaient que les espèces dites nobles, telles que le dorade, bar, merlu. Et en 2-3 ans, ils videront le gouffre de Cabreton, qui était pourtant une zone, et qui est toujours une zone strictement réservée au métier de la ligne. Malgré nos appels réitérés auprès de l'administration, les affaires maritimes nous ont répondu qu'ils n'avaient pas les moyens d'intervenir. Donc, en 2 ans, du coup, la flottille des ligneurs va carrément disparaître, parce que après avoir vidé la fosse. Mais à leur tour, entre la raréfaction de la ressource et le prix du gasoil, les pélagiques aussi finiront par disparaître en partie. Et il faut savoir aussi qu'un chalutier consomme dans une semaine le gasoil que consomme un ligneur dans l'année. À noter aussi que suite à l'arrêt de pêche intensive des pélagiques, la fosse s'est repeuplée, les navires sont revenus. Après, ce qu'on peut dire aussi, que c'est suite à l'instauration des quotas, l'administration française a choisi de ne pas les privatiser, avant que la ressource étant un bien commun. Décision combien vertueuse, mais réellement, qu'en est-il? Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que s'il y a eu quota, c'est parce qu'il y a eu surpêche, et à qui la France redistribue la quasi-totalité de ses quotas, aux navires utilisant des techniques destructrices qui occasionnent beaucoup de rejets, parce que ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais les rejets, c'est quelque chose de très important, parce que ces rejets ne sont jamais comptabilisés. Donc, ils n'apparaissent nulle part, et quand on parle, mettons, d'espèces sensibles que les pélagiques ne toucheraient pas, on peut en parler parce qu'il y a énormément de rejets, de toute façon, et notamment, mettons, pour les dauphins, qui restent une espèce sensible. Et nous, on a été témoins à Saint-Jean-de-Luz, en allant au thon, suite au passage des pélagiques, on a trouvé plein de dauphins qui flottaient. D'ailleurs, on les avait ramenés au port de Saint-Jean-de-Luz. Et donc, on a compris par la suite que les pélagiques, du coup, éventraient les dauphins pour les faire couler. Donc, il y a des dégâts énormes engendrés par les pélagiques. Et au-delà des dauphins, ils rejettent énormément. Maintenant, quand ils vont au thon, il
pour débarquer 20 tonnes de thon, tout pareil, ils auront remis à l'eau 5 tonnes, 10 tonnes, on n'en sait rien, puisque ce n'est pas comptabilisé. Ce que je voulais, oui, revenir, donc c'était au quota, puisque les Français donc, ont déclaré que c'était un bien commun, qu'on n'allait pas les privatiser, mais par contre, au fil du temps, ces quotas deviennent des antériorités et ces antériorités, finalement, deviennent la propriété du bateau, puisqu'aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un bateau, ben, ce n'est pas le bateau en lui-même, mais c'est ses antériorités. Donc, c'est une forme de privatisation des quotas. Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux subventions, en effet, la France, elle s'est même fait retaper, elle s'est tapée sur les doigts par rapport à son programme pour le FEAMP, parce que son programme n'était pas compatible avec l'article 17 de la PCP. Donc, elle a dû reformuler, en effet, son programme pour le FEAMP. Et sûrement que j'aurais oublié plein de choses, mais je vais laisser la place à mes collègues. Merci. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton témoignage. Une question à Charles, et alors je vois qu'on est un peu court en temps, donc si on peut vraiment respecter une prise de parole synthétique. Charles, la politique commune des pêches, vaste question, est-elle adaptée selon toi pour faire face à la crise sociale et à l'urgence écologique? Bonjour à toutes et à tous, merci Léna pour la question. Juste avant, un gros merci aux équipes de recherche qui ont notamment travaillé sur les indicateurs. Je pense que sur le terrain, on est beaucoup à avoir eu ces sensations, en tout cas de manière empirique, sur les diverses critères et performances, notamment sociales et économiques et écologiques. C'est hyper intéressant d'avoir aujourd'hui cet outil. Pour te répondre, Léna, j'entends moi là depuis une petite musique, là, depuis quelques mois de pas mal de prétendants, je pense, au pouvoir public à une remise en question de la politique commune de la pêche, en disant qu'elle serait le mal absolu ou la raison de tous les maux aujourd'hui. En tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, là, sur ce qu'on a pu entendre ce midi, il existe un article 17 dans la mouture actuelle de la PCP, hein, qui a été pondue il y a maintenant une dizaine d'années. Je pense qu'on est plusieurs là, à la fois prendre la parole ou même sur le chat, j'ai vu, à avoir milité pour cet article à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Donc cet article 17 qui enjoint les États membres, chacun sur son pays, à élaborer des critères objectifs sociaux, économiques et écologiques pour attribuer les droits et les quotas de pêche. Clairement, donc 2013-2014, on est en 2024, la France n'a jamais mis en place une transition vers ces critères. Il y a plusieurs, d'ailleurs, combats juridiques sur ce point-là, sur le thon rouge ou encore sur le décret des quotas de 2023. Et en fait, on s'aperçoit, ça a été déjà un peu dit avant moi, mais je vais le dire rapidement, voilà, qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est les antériorités. Donc, en gros, c'est ceux et celles qui ont pêché le plus avant qu'une espèce passe ce quota qui, aujourd'hui, ont la plus grande part du gâteau. Donc, il y a aussi un truc un peu trivial à dire, mais peut-être que enfin, moi, je ne l'ai pas entendu ou pas avec mes mots, c'est qu'en fait, on sait maintenant depuis une grosse trentaine d'années, je crois que c'est 93 ou 94, qu'au niveau mondial, quels que soient les moyens que nous mettrons sur l'eau pour aller pêcher, et les océans, en fait, ne pourront pas nous donner plus que cette centaine de millions de tonnes de produits de la mer par an, quels que soient les moyens. Donc, en gros, notre gâteau, en fait, il est figé. On ne va pas pouvoir le faire croître. Donc, en gros, les possibilités de croissance, elles sont uniquement des croissances de valorisation au kilo ou d'emploi. Elles sont clairement, il est impossible concrètement d'exploser et de pêcher beaucoup plus en mettant des moyens encore plus grands pour pêcher. Donc tout ça m'amène à te répondre que oui, les outils, la politique commune de la pêche, ils sont déjà là, au pouvoir public de s'en saisir. Il y a vraiment, juste deux petits exemples, et après je passerai la parole à Ken qui parlera sur, à mon avis, d'autres espèces que moi, mais deux exemples concrets, parce qu'on entend aussi pleurer à chaudes larmes ou à larmes de crocodile certains représentants professionnels et beaucoup de nos représentants politiques qui déplorent, mais comme nous tous, j'imagine, hein, le fait que des criers ferment, qu'il y ait de moins en moins de bateaux dans les ports. Anne-Marie en a parlé pour Saint-Jean-de-Luz, mais moi je suis à Plougastel-Daoulas, par exemple, le port du Tinduf qui fourmillait de bateaux encore il y a une vingtaine d'années, on n'en a plus un seul. Donc on est tous à déplorer ça, sauf qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont en manette ont participé à cet état de fait. Et typiquement, je vais parler de deux espèces symboliques pour moi, que sont le maquereau et le thon rouge, qui sont toutes les deux sous quota, et dont l'immense majorité, la grosse part du gâteau, sont réservés aux industriels. Donc une quinzaine de tonnes océaniques méditerranéens pour le thon rouge,
Alors qu'en fait, on sait que typiquement, pour pas mal de ligneurs atlantiques, avoir quelques tonnes de thon rouge pourrait permettre de retrouver un équilibre économique et de voir le futur de manière bien plus simple qu'aujourd'hui, notamment dans la crise du lieu jaune dont j'imagine Ken va parler après moi, et le maquereau qui, pareil, va très rapidement être contraint pour les petites flottilles, alors qu'un bateau, par exemple, comme le Scombrus de France Pélagique, un chalutier géant complètement absurde, le pêche en milliers de tonnes et le valorise extrêmement mal, puisqu'il s'est revendu 1 € du kilo, débarqué en Hollande et exporté en dehors d'Europe. Donc c'est vraiment le tout faux sur tous les niveaux, quoi. Donc voilà, on a les moyens de changer, on a les textes pour le faire. Effectivement, une transition, c'est long, mais en fait, il faut quand même se grouiller, parce que sinon, on va encore fermer des criées, encore fermer des ports, encore voir des petits disparaître. Et ça, c'est intolérable. Et la balle, elle est dans le camp des décideurs politiques. Là, il y a une crise en ce moment, il y a des pêcheurs qui manifestent aujourd'hui. Les réponses, elles ne sont pas dans la démagogie, elles sont clairement dans l'engagement qu'à terme, on va mieux redistribuer pour qu'il y ait encore une activité. Merci beaucoup. Très clair, merci Charles. On passe à Ken. Ken, selon toi, peut-on encore sauver la petite pêche? Et si oui, comment? De manière synthétique. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, alors effectivement, donc le rapport il est intéressant et il est bien entendu à prendre en compte avec une échelle de long terme parce que effectivement on va pas arrêter. Hein, je rassure hein, tous les amis des pêcheurs dans la salle, on va pas arrêter la subvention du carburant demain, donc tout va bien. Donc c'est intéressant de poser le débat et effectivement. Si on ne fait rien maintenant pour l'avenir, pour dans 20 ans, pendant 30 ans, eh ben, on va se retrouver très, très mal. Enfin, de toute façon, c'est clair, il n'y aura plus de pêche. Il n'y aura plus de pêche, il n'y aura plus de petite pêche, il n'y aura plus de grande pêche, il n'y aura plus personne. Effectivement, on importera peut-être. Voilà, je ne sais pas. Et après, effectivement, il y a une question d'urgence. Il y a clairement une question d'urgence parce que là, effectivement, en ce moment, les pêcheurs manifestent. Ils sont interdits de pêcher pendant 1 mois et c'est fortement regrettable. Et ça, c'est un sujet qui était sur la table il y a déjà 20 ans, il y a déjà plus de 20 ans. Et en échange, ils ont l'écoute des pouvoirs publics. On leur propose 80-85% d'indemnisation de leur chiffre d'affaires pendant 1 mois. Moi, j'ai envie de dire, ils sont quand même écoutés. Et ben moi, je vais prendre la parole pour tous les ligneurs, notamment ceux qui sont européens, qui, dès cette année, dès maintenant, risquent de disparaître parce qu'ils ne peuvent plus pêcher du lieu jaune. Le lieu jaune, c'est pareil, c'est une espèce, on alerte dessus depuis des années, on a envoyé des courriers à l'administration, à la terre entière, on n'a jamais été écouté, on n'a jamais rien fait. On est dans une logique en France de politique des pêches qui est une gestion catastrophiste. C'est-à-dire que pour le bar, c'était pareil, on autorise à pêcher, surtout les plus gros, on les protège, on pêche et on attend que le stock s'effondre. Et une fois que le stock est effondré, on dit « Ah bah désolé, on ne peut rien faire pour vous ». Il y a eu des réunions dernièrement. Qu'est-ce qu'on a proposé aux pêcheurs qui disent « Non mais moi, demain, je suis mort. Je n'ai plus de lieu à pêcher. Le bar, il n'est pas revenu. Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, on leur propose rien du tout. Et donc ça c'est pas tolérable. C'est-à-dire que nous, on soutient tous les collègues, effectivement, hein, c'est regrettable qu'ils soient interdits de pêcher. Ce n'est pas ça la pêche qu'on veut. Nous, on veut effectivement une pêche dynamique, on veut des criées qui fonctionnent. On ne veut pas avoir à s'arrêter. Mais il faut aussi prendre en compte les sans-voix, les minoritaires, et c'est pour eux que je parle aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a des personnes de l'administration ou de l'État dans la salle pour écouter ce message, parce que ça n'est pas tolérable. Donc, pour revenir à ce qu'il faut faire pour sauver la petite pêche, donc, vous avez bien compris, il y a une action de court terme, et celle-là, elle est urgente. Il faut donner aux pêcheurs les moyens de pêcher, et il faut une redistribution, mais urgente, des quotas et des ressources et des droits de pêche envers la petite pêche, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il y a aussi une action peut-être de moyen terme, de plus long terme, mais là, ça veut dire qu'il faut un rééquilibrage, il faut inverser la tendance. Tous les moyens qu'on a donnés aux gros bateaux, toute la logique d'antériorité de quotas, etc., il faut remettre tout ça à plat, parce que ce n'est pas possible. Je tiens aussi à dire qu'on est quand même certainement dans une logique de temps qui peut être intéressante, dans une certaine opportunité de temps, c'est-à-dire qu'on a quand même des patrons qui vieillissent, une moyenne d'âge des patrons qui vieillit, des bateaux aussi qui sont vieillissants. Donc, on a certainement une opportunité pour réaliser une transition qui se fera au moindre mal. Nous, on participe à ce projet-là, on soutient Bloom pour ce projet-là,
parce que c'est un projet de long terme. C'est un projet qui peut réaliser une transition sans qu'on ait à se taper dessus entre petits et gros, parce qu'on peut faire les choses intelligemment. Regardez le dernier plan de sortie de flotte. Mais il y a eu trop de candidats pour pas assez de bateaux à sortir. Il y a énormément de bateaux veulent sortir. Ils sentent bien que la situation, elle est plus tenable. Le carburant, on sait très bien qu'il ne sera pas subventionné encore pendant 50 ans. Ou alors, ça veut dire qu'on marche sur la tête. Donc, il y a vraiment ce rééquilibrage-là à faire du point de vue réglementaire et politique. Et il doit également être réalisé du point de vue naturel. Interroger les vieux pêcheurs sur leur perception de l'environnement marin il y a 20 ans, il y a 50 ans, mais ça n'a plus rien à voir. Le milieu marin s'est appauvri et l'objectif à long terme, c'est vraiment de retrouver cet océan que quelque part on a perdu. Donc, moi, j'aimerais avoir l'espoir, parce que je suis, on va dire, encore assez jeune, et j'aimerais quand même avoir l'espoir qu'à la fin de ma vie et pour mes enfants et après, on va dire que les dernières années, les 20 dernières années passées, les 30 dernières années passées, ce soit plus qu'un mauvais souvenir et qu'on puisse retrouver un océan en bonne santé. Et il faut arrêter le déni. Il y a une marge de progression qui est quand même énorme et il y a un énorme travail à faire. Merci. Merci beaucoup Ken et merci à tous les 3 pour, ces témoignages qui sont fondamentaux et je pense qui font passer le message finalement de l'urgence d'une transition sociale et écologique. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Zeynep Karaman-Close, directrice de projet donc pour The Shift Project. Le Shift Project qui nous a donc, accompagnés, qui a commencé à nous accompagner dans cette démarche et qui va continuer à le faire dans les mois à venir. Zeynep, c'est à toi. Merci beaucoup, Léna. Je ne sais pas si vous m'entendez. Question classique avant de commencer. C'est très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais être vraiment rapide. Très brièvement, je vous présente en 2 lignes ce que c'est The Shift Project pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est un think tank qui travaille pour une économie post-carbone. Et depuis notre création en 2010, nous nous engageons avec rigueur scientifique à informer et influencer les débats sur la transition énergétique, notamment en France. Donc, aujourd'hui, en participant à ces projets initiés par Bloom, venons, si je peux me permettre de me dire que nous venons avec notre boîte à outils et nous appliquons notre vision et méthodologie de plan de transformation en économie française au service d'un secteur où les enjeux de relation avec les vivants sont plus prégnants que dans nos secteurs habituels. Dans cette optique, nous visons justement à inclure la biodiversité dans le bouclage avec les autres paramètres qui sont en jeu pour cette transition et élaborer des recommandations applicables visant à faciliter une transition sectorielle respectueuse du monde vivant tout en maximisant son impact social, notamment en termes d'emploi, par exemple. Donc, je souligne 3 piliers essentiels de ce projet qui est la décarbonation, la biodiversité et les enjeux macroéconomiques. Donc, en tant que Shift Project, nous nous engageons à accompagner ces beaux projets multidisciplinaires en apportant un soutien méthodologique spécifique sur le premier pilier qui est de décarbonation. Et j'insiste aussi sur le mot de planification, c'est parce que nous ne souhaitons pas justement juste explorer des scénarios possibles en ajustant multiples paramètres sans fin, parce que nous savons où on veut aller. On veut décarboner, on veut protéger la biodiversité et sauvegarder les emplois. Donc, très brièvement, en résumé, notre méthodologie reflète notre engagement pour cette transition qui est bien planifiée vers un avenir post-carbone, tout en intégrant les défis environnementaux, sociaux et économiques. Voilà, donc c'était ces rapports, les synthèses qui étaient faites aujourd'hui, c'est vraiment présente les constats. Et à partir de maintenant, on va également travailler, on se donne 1 an pour vous présenter des résultats qui sont en termes de recommandations plus concrètes pour voir comment on peut y arriver à réaliser cette transition. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à Léna pour la conclusion.
Merci beaucoup Zeynep, et merci à toutes, et tous d'avoir été présents. Donc comme vous l'avez vu, ces présentations et donc à travers ces présentations, les rapports qui ont été publiés constituent vraiment une première brique, une première analyse de l'état des lieux finalement de la situation actuelle sur le secteur de la pêche. C'est une première brique qui est fondamentale, charnière en termes de temps puisque comme vous le savez, on est, à l'aube de l'année 2024, année qui a été décrétée année de la mer. Donc c'est une année qui anticipe la conférence également des Nations unies sur les océans qui aura lieu en juin 2025. Donc voilà, on sait que le changement de cap à opérer est maintenant. On va avoir besoin pour cela de mobiliser les acteurs de la filière, voilà, pour pouvoir travailler ensemble la construction du chemin à entreprendre pour opérer ce changement de cap, un peu comme l'a dit Zeynep. Donc les prochains mois vont être des mois de construction et de travail acharné pour changer de cap. Claire, veux-tu donner quelques mots de fin, avant qu'on passe à la prise des questions? Oui, 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 enfin simplement remercier tous les chercheurs, les ingénieurs de recherche, les participants, l'Institut Rousseau, ainsi que les pêcheurs qui ont pris la parole et évidemment tous ceux qui sont très nombreux venus nous écouter un peu la présentation de ces travaux. Comme je disais en introduction, mais comme il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre-temps, je pense que je peux juste clarifier qu'en effet, là, on est sur une vision en effet de 70% des flottes françaises, donc on est sur l'Atlantique Nord-Est et le nord, les bassins du Nord, mais on va compléter déjà dans les étapes à venir, on va compléter cette cartographie, on va dire, sous forme de diagnostic de santé multicritères avec les façades méditerranéennes, dom-tom et flotte distante. Par ailleurs, évidemment, comme on l'a dit, il manque l'aval. On n'a pas de vision pour l'instant de l'aval, de ce qui se passe et des enjeux sur le secteur de la transformation et de la distribution. Donc évidemment, ça doit rentrer un peu dans le périmètre des travaux. Et d'ici quelques semaines et mois, en fait, on compte bien sur vous pour continuer ces échanges, mais dans le cadre d'échanges de construction en fait de la transition, puisque une transition, comme disait Harold Levrel au cours de nos présentations des jours passés, une transition, ça ne se décrète pas, ça s'organise. Et ça s'organise en commençant par une concertation. Donc, je ne sais pas si vous estimez que vous avez eu réponse à vos questions, puisque je pense que Didier et Harold, j'ai vu que vous aviez répondu. Si vous voulez qu'on fasse un petit tour simplement, pourquoi avoir associé le chalut pélagique et la Seine type Bolinche? N'y a-t-il pas de vraie différence sur les empreintes? Je n'ai pas vu de réponse à cette question-là. Est-ce que Didier, Harold, vous voulez... Je veux bien essayer de répondre, oui. Une contrainte très forte qu'on a, c'est de partir des données accessibles à l'échelle européenne. Et malheureusement, ces deux engins sont mélangés dans le même code d'engin, hein, pour les gens qui manipulent un peu ces fichiers, dans les fichiers publics de type CSTLP. Il est clair que la méthode qu'on définit, elle mériterait d'être appliquée à une échelle plus fine, avec des données plus fines, et notamment avec des données nationales, auxquelles on n'a pas eu accès dans le cadre de cette étude. Parce que oui, à la fin du compte, il y a des différences. Voilà. Ceci dit, quand même, les deux engins sont distingués dans les flottilles détaillées. Voilà. Donc ça, je dirais à les regarder pour ce qui est du pélagique, malheureusement pas pour ce qui est du démersal. Ok, il y a une autre question, j'ai l'impression que vous n'y avez pas répondu, qui dit de Florian Chiffolo, qui propose comme question, le poisson que récupèrent ces chalutiers industriels n'est pas bien valorisé malgré le tonnage? Faut-il en déduire qu'il va principalement vers des agro-industriels qui recherchent le coût plutôt que la qualité? Alors, ça fait aussi partie de l'étude qu'on espère démarrer, qui sera complémentaire de la nôtre, hein, sur la commercialisation, de mettre en rapport la commercialisation des produits avec le mode de pêche. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on sait que sur un certain nombre de produits, il y a à la fois des captures industrielles et des captures par des petits métiers côtiers qui souvent ont une bien meilleure valorisation du produit. Je ne sais plus lequel de nos invités avait
raconter le cas assez frappant, je pense, des thons qui, selon qu'ils sont pêchés dans des chaluts pélagiques ou à la ligne, n'ont pas du tout la même qualité voilà, et visent des marchés complètement différents. Donc il y a certainement aussi des marges de progrès à trouver dans la valorisation des produits. Et clairement, alors c'est pas vrai pour toutes les espèces partout de manière uniforme, mais clairement les produits des grands chaluts industriels, des merceaux comme pélagiques, sont souvent pas le top de la qualité, on peut dire ça comme ça. Ok, ensuite, une autre question qui disait: un point m'interpelle sur l'indicateur émissions de GES, gaz à effet de serre. Ne confondez-vous pas consommation et efficience énergétique en pointant à un rapport? Alors, j'ai pas eu le temps d'aller regarder, j'ai vu qu'il y avait un lien avec le rapport, je le regarderai avec attention, donc merci de nous l'avoir envoyé. Très clairement, ce qu'on a quantifié là, c'est effectivement des reparties des données disponibles dans les bases européennes, qui sont la consommation de gasoil, et dans un coefficient disponible dans la littérature et très classiquement utilisé pour convertir cette consommation de gasoil en un équivalent émission d'équivalent CO2 qui intègre, y compris d'ailleurs le secteur amont de fabrication, si j'ose dire, ou de production du gasoil. Voilà. On n'a pas pris en compte une question qui fait aujourd'hui beaucoup débat dans la communauté scientifique, qui est les possibles relargages de CO2 liés à l'abrasion des fonds marins par les chaluts, qui pourraient réémettre une partie du carbone stocké dans les sédiments. Donc nos estimations d'émissions de gaz à effet de serre sont des estimations, je dirais, précautionneuses et ad minima qui sous-estiment. Et puis effectivement, elles sont rapportées à des tonnes produites, mais aussi à des euros de richesse créée ou à des emplois, de façon à avoir cette vision un peu transversale et pas seulement d'empreinte brute. Il y a une autre question. Pardon? Il y a une prise de parole de Ken aussi. Ken, tu voulais intervenir? Ouais. Oui, merci de me répondre, parce que moi, en fait, je vois venir par derrière cette question les lobbies de la grande pêche qui cherchent des explications. Donc moi, je vais répondre de façon très terre à terre. On va prendre en compte un ligneur qui va capturer 50, 100 kilos de bar par jour et un bon lâcheur qui va capturer 20 tonnes de sardines. On ne va pas comparer des choux et des carottes. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte l'efficacité sociale. C'est pour ça que la question est plus complexe que cette simple question de consommation, d'efficience énergétique, etc. Il faut prendre tout l'intérêt de votre projet. Il faut croiser l'ensemble des impacts. Donc, il y a aussi une question d'efficience sociale, d'apport sur le territoire, au niveau économique. Donc, et de toute façon, on a bien vu la trajectoire. C'est aussi une trajectoire de suppression des énergies fossiles. Donc, il faut, voilà, c'est pas juste en noyant le poisson qu'on va résoudre cette question, quoi. Oui, non mais merci Ken, parce qu'effectivement, je n'avais peut-être pas capté tout ce qu'il y avait derrière la question. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que si on raisonne à la tonne brute, on va nous dire, et c'est vrai, nos résultats le confirment, que le chalut pélagique industriel qui fait plein de tonnes, finalement à la tonne, il ne dépense pas beaucoup de gasoil, mais c'est du produit de faible valeur, c'est du produit surtout de faible valeur ajoutée, de faible emploi. Donc quand on calcule l'empreinte rapportée à la richesse, au contraire, le chalut pélagique industriel est le pire des engins du point de vue de cette empreinte carbone là, rapportée, voilà, ce qui intéresse la société finalement. On a encore une question. Ouais. Connaît-on le tonnage transformé en farine animale de poisson destiné à l'agroalimentaire? Qui peut répondre à cette question? Alors, en France, il y a très peu de flottilles qui, dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est, en tout cas, pratiquent la pêche pour la farine de poisson. C'est évidemment un problème qui est très important à l'échelle internationale. Voilà. Alors, il y a des flottilles industrielles, de chaluts industriels qui vont pêcher du merlan bleu, notamment au large de l'Écosse, etc., pour faire du surimi, mais très peu de farine animale. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on aurait... Ah, Claire, ça va, tu es là? Ouais, pardon, justement, j'étais en train de dire que j'ai une mauvaise qualité de connexion d'un coup. Donc, j'ai coupé ma caméra. Mais j'ai vu qu'il y avait deux, trois questions qui restaient. Par exemple, pas d'abrasion qui est due au dragueur côtier.
Je Alors sais pas si... j'ai essayé d'y répondre. Si, bien sûr, hein. Les dragues, quand elles draguent, elles font de l'abrasion. Mais ça a été un résultat un peu inattendu de l'étude. On n'avait pas bien anticipé ça et finalement, c'est assez logique. Finalement, les dragues, ça a une dimension très très faible par rapport à un chalut. Ça, j'apprends rien à personne. Et puis surtout, les dragueurs, ils pêchent à la drague qu'une partie de l'année. Dans un certain nombre d'endroits, même quand c'est la saison de la drague, eh ben, leur effort est faible. Enfin, j'ai en tête les coquilles de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc où on pêche que 2 jours par semaine et 3/4 d'heure par jour. À la fin, ça fait pas une grosse empreinte. Et le reste de l'année, ben, les dragueurs, ils font, alors quelques-uns font du chalut, mais du coup, on va les retrouver dans les chalutiers. Hein. D'autres font de la pêche à la ligne. Donc, quand on fait le bilan à la fin, et ben, finalement, leur empreinte en termes de surface, elle est faible. Hein. Je l'ai peut-être pas dit, mais on estime que l'abrasion totale de toutes les flottilles qu'on a étudiées, c'est 600 000 km², à peu près l'équivalent en ordre de grandeur, alors, il y a une incertitude, hein, mais à peu près l'ordre de grandeur de la France. Les dragueurs, ils sont responsables que de 6% de cette empreinte. Et puis on a aussi calculé une abrasion, ce qu'on appelle en sous-surface, hein, pour ceux qui remuent un peu les sédiments. Là, la part des chalutiers, des dragueurs, pardon, elle est un peu plus importante, on est à 10 ou 11%. Très bien. On a pas mal d'interventions sur l'aval, hein, quand même. Ouais. L'industrie agroalimentaire, IE Conserverie, Et doit-elle se renouveler moi, totalement? Moi, je veux bien faire une réaction un peu générale à ça. C'est-à-dire que l'inquiétude de Laval, je pense, elle est beaucoup liée à l'idée que la transition, elle pourrait conduire à une baisse des apports. Et donc, le secteur aval s'inquiète sur ses apports, et puis un certain nombre d'acteurs s'inquiètent du coup en disant, mais est-ce qu'on va plus importer? Et évidemment, si on devait importer plus, ça serait pas bon pour l'environnement, ça serait pas bon pour l'économique et le social. Donc, ça irait complètement à l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc, moi, je redis une chose qui me paraît absolument fondamentale, c'est la nature qui produit. La nature nous produit un certain nombre de quotas de pêche. Les transitions sur lesquelles on va travailler, sur lesquelles je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs travaillent, c'est bien des transitions qui s'inscrivent dans une perspective de on maintient la production. On maintient la production. Alors peut-être pas exactement espèce par espèce, mais globalement on maintient le volume de la production. Et la question qu'on se pose, c'est cette production naturelle de la nature. Comment on fait pour que, tout en assurant l'approvisionnement du marché toujours de la même manière, eh bien, elle soit moins impactante sur le milieu, moins impactante sur toutes les composantes de l'écosystème, et en amenant à la société un meilleur bénéfice, une meilleure contribution au bien-être de la société, en créant de la valeur ajoutée de l'emploi. Donc voilà, ça va être la base de toutes nos simulations, maintien de la capture globale, baisse des empreintes, hausse des bénéfices économiques et sociaux. Et je pense que nos résultats suggèrent, alors on ne remplacera pas les flottilles les unes par les autres, hein, mais il y a plein d'endroits où il y a des substitutions qui sont envisageables, et nos résultats suggèrent, on le requantifiera un peu plus loin, mais nos résultats suggèrent que les marges de progrès, elles sont absolument considérables. On peut faire beaucoup mieux pour valoriser les ressources que nous fournisse la nature. Merci. Y a-t-il encore des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu? Il y en a eu tellement dans le chat que c'est un peu difficile de remonter, mais je pense qu'on a fait le tour, non? Il y en a encore une? Moi, j'en ai vu plusieurs, j'essaie de remonter un petit peu. Il y en avait une sur les prises est-ce qu'il n'y a pas de prise quand même de juvéniles parmi les pêches côtières qui vont sur des nourriceries? Une chose, j'ai essayé de répondre dans le chat, hein, en disant que bien sûr, si, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde les captures à la tonne des engins, mais c'est presque par construction de la méthode, là, hein, il faudrait rentrer dans le détail, il y a des taux de capture plus élevés à la côte parce qu'il y a plus de juvéniles à la côte. Ces captures de juvéniles à la côte, elles sont essentiellement faites par les petits chalutiers côtiers, pas que, hein, mais notamment par les petits chalutiers côtiers. Ces petits chalutiers côtiers, on peut dire que c'est ceux qui sont presque enfin pas presque, hein, qui sont les pires sur un certain nombre d'empreintes environnementales. À l'inverse, ils ont un plutôt meilleur bilan que les gros chalutiers du large en matière de création de richesse et d'emploi. Pardon, je n'avais pas vu que tu avais peut-être déjà répondu. J'essaie de voir parce que les réponses ne sont pas toujours postées en réponse aux commentaires. Donc. On en a une nouvelle là, qui vient de nous parvenir. Donc, vous rapportez des empreintes uniquement par rapport à la valeur économique des captures, mais quid de la qualité nutritionnelle des produits pêchés et de l'impact sur la chaîne trophique? Donc, sur la qualité nutritionnelle des produits pêchés. Je pense que
La qualité nutritionnelle des produits pêchés, elle est directement dépendante des espèces. Donc c'est clair que quand on va commencer à regarder les substitutions, on va pas substituer un bateau qui fait de la sardine par un bateau qui fait qui fait de la baudroie, hein, ou voilà. Les substitutions, elles peuvent se faire qu'en matière de répartition des quotas, donc à l'échelle à l'échelle effectivement des espèces et même des stocks, voilà. Et on ne va pas forcément proposer le schéma qui est pour demain matin, hein. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut mieux utiliser ce que nous produit la nature. Donc, voilà, en ayant un raisonnement à l'espèce qui, je pense, intègre assez largement la qualité nutritionnelle, même s'il y a des fois des différences. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le thon selon qu'il est pêché au chalut ou à la ligne. Je pense que ça ne fait pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça répond complètement à la question. Il y a un commentaire de 1h38 de Solène Le Guenec qui dit la création d'emplois par métier doit intégrer les emplois indirects et qui complète plus tard en disant cette intégration va grandement modifier vos résultats qui sont pour le moment très très incomplets et donc biaisés. Alors, je pense que le fait d'être incomplet est une notion statistique assez différente du biais, hein. On pourrait en discuter longuement. L'idée qu'il y a quand même, c'est que je pense que, alors peut-être Harold aurait plus d'éléments pour répondre que moi, mais je pense qu'un certain nombre d'études montrent que ce sont les métiers qui créent beaucoup d'emplois directs qui sont aussi responsables de beaucoup d'emplois indirects. Moi, j'ai souvent coutume de dire, c'est parce qu'il y a une population de pêcheurs importante dans le bourg, là, qui a alors non seulement éventuellement les emplois des marailleurs et des constructeurs de filets, hein, ceux-là, on a des chiffres d'un point de vue économique, mais qui a aussi le coiffeur, le garagiste et l'instituteur qui seraient pas là dans le bourg, ou qui sont plus là dans le bourg, dans un certain nombre de bourgs, lorsque la pêche a disparu, notamment dans les bourgs qui ne sont pas des zones touristiques. Donc l'idée, c'est bien que l'emploi direct, mais aussi la valeur ajoutée, hein, la richesse créée, eh bien, sont des indicateurs indirects de la contribution des différentes flottilles à l'activité du littoral et à l'aménagement des territoires côtiers. Ouais, je peux peut-être juste compléter. Je pense que sur l'emploi, il y a ce qu'on appelle les emplois indirects et puis les emplois induits. Ce que tu viens d'évoquer là sur les territoires, c'est ce qu'on appelle les emplois induits. C'est-à-dire que si c'est vraiment une question qui est pas simple, hein, parce que il ne faut pas y répondre trop simplement. C'est-à-dire que si on prend sur les filières, ça pose la question du conditionnement, de la transformation, donc aussi des modalités de forme de consommation du poisson aujourd'hui en France. Donc ça ouvre des perspectives quand même assez vastes. Donc voilà, il n'y a pas de réponse définitive sur ce sujet. Et on va regarder ça, hein, sur les effets induits. Mais ce qui est sûr, sur les effets indirects, pardon. Par contre, sur les effets induits, il y a une évidence, hein. Si on crée des dynamiques de transition qui sont intensives en travail, ça contribue à créer de l'emploi dans les territoires où ces travailleurs habitent. Et ça, c'est complètement trivial de dire ça. Et donc ça, c'est les emplois induits. Et c'est souvent quelque chose qu'on laisse un peu de côté, mais on voit bien aujourd'hui quand même que c'est un gros sujet, la question des habitants dans les zones côtières et des difficultés qu'il y a à maintenir une population de personnes qui travaillent et qui ne sont pas juste en vacances dans ces espaces, hein, dans ces territoires. Donc, alors pour autant, ça pose d'autres questions. C'est est-ce qu'il y a le nombre de travailleurs adéquats pour venir alimenter en fait une transition qui passe d'une logique d'activité intensive en capital à une logique d'activité intensive en travail. Donc, comme ça a été répété à plusieurs moments du webinaire, il ne s'agit pas de discuter d'une transition radicale. On ne fait pas passer on fait pas une transition à 90 degrés comme ça en quelques années. Pour autant, il y a des marges de manœuvre, comme l'a aussi dit Didier, et c'est sur ces marges de manœuvre qu'il s'agit de définir et qui peuvent générer des effets positifs sur les indicateurs qui ont été mentionnés, qu'on veut travailler. Donc, entre guillemets, le propos, il reste modeste, quoi. C'est plus une logique de rééquilibrage. Je crois que c'est Ken qui a utilisé cette expression. C'est une logique de rééquilibrage, pas de révolution complète du système. En tout cas, c'est là-dessus qu'il faut commencer à travailler.
Et j'ajouterais qu'on n'est pas, enfin voilà, là-dessus, c'est pas nouveau, quoi. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets-là depuis longtemps, donc il ne faut pas non plus se prévaloir de quelque chose qui n'aurait pas été fait avant. Simplement, peut-être l'originalité, c'est quand même de mettre au cœur de l'analyse les empreintes écologiques. Et ça, c'est quand même assez nouveau, il me semble, de mettre ces 5 empreintes écologiques en perspective avec des indicateurs sociaux, économiques ou de production plus classiques, quoi. Ça me semble assez original. Alors, il me semble qu'on a… Donc, si vous avez des questions très importantes, je propose que vous les repostiez là, en bas du chat, parce que remonter, faire le yo-yo, ça fait perdre un petit peu de temps. Et qu'on se dise qu'on a déjà perdu un petit peu de monde. Là, je vois quand il y a des gens qui sont partis revaquer soit à leurs occupations, soit à un déjeuner. Donc, si on voit… Alors, une nouvelle question. Quel type d'habitats benthiques sont pris en compte pour l'indicateur abrasion? Car un certain nombre d'analyses risque-pêche, dans le cadre des AMP Natura 2000, montrent un impact fort des métiers liés à la drague, bivalves et coquilles Saint-Jacques, sur de nombreux habitats d'intérêt communautaire. Il serait pertinent d'intégrer le fait que tous les habitats n'ont pas la même valeur environnementale, comme les habitats d'intérêt communautaire. Oui, alors je veux bien essayer de répondre à cette question. Elle est intéressante, puis elle ouvre des tas de perspectives, hein. Clairement, les gens qui s'intéressent à l'impact sur les fonds marins font aujourd'hui, enfin, les groupes de travail, BATIS, etc., du CEM, hein, font aujourd'hui des cartographies dans lesquelles ils intègrent effectivement cette information de la fragilité des différents fonds marins ou de leur qualité, et de l'importance de l'empreinte actuellement en relation avec cette fragilité. Clairement, dans l'approche qu'on a fait là, on n'avait pas les données pour intégrer ça, hein. Donc clairement, c'est une empreinte brute en nombre de kilomètres carrés. Alors on a quand même, hein, je l'ai évoqué dans une réponse, et on ne l'a pas présenté à l'oral, hein, bien fait la distinction, comme les font les groupes internationaux, entre l'empreinte de surface et l'empreinte de subsurface, qui n'est pas de la même nature, hein, selon qu'on impacte juste la surface ou plus généralement. Bon. Il y a une logique quand même à faire ça. Alors, il y a une contrainte liée à la donnée disponible, hein, mais il y a aussi une logique à faire ça. C'est que si on raisonne au niveau de l'activité des flottilles, on n'est pas en mesure de dire aux flottilles, vous allez sur les fonds meubles et pas sur les fonds durs. Ou alors, on entre dans un autre type de démarche, un autre type de simulation, qui est la simulation spatiale et par des aires marines protégées, ce qui est sûrement une chose complémentaire à faire, hein, mais qui clairement n'est pas dans les limites de notre étude, qui effectivement, comme le dit Harold, ne prétend pas tout faire d'un seul coup et tout résoudre d'un seul coup. D'accord. Merci. Inscrite dans le temps et pour revirement de cap, la transition. Ah oui, inscrite dans le temps et pour revirement de cap, la transition, combien durera? Voilà, c'est un message sur le temps que vous… Est-ce qu'on peut, sans avoir fait l'exercice, répondre? J'ai pas forcément, moi je suis pas devin, j'ai pas la réponse à cette question-là. Je vais quand même dire deux choses. Je vais quand même dire deux choses. La première chose, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'on peut décider et commencer à engager là tout de suite. Maintenant, j'ai répondu tout à l'heure dans la conversation. On pourrait décider là, par exemple, aujourd'hui, de ne plus construire de nouveaux chalutiers. Voilà, chalut de fond, hein, de ne plus délivrer de permis de mise en exploitation. La France aurait le droit de faire ça puisque c'est les États qui délivrent les permis de mise en exploitation. Et en même temps, quand on dit ça, on voit bien que, voilà, moi je parle souvent de la déchalutisation parce que je pense qu'en réalité, c'est un processus qui est déjà engagé, qui est inéluctable, ne serait-ce que pour des raisons économiques, mais aussi pour tout un ensemble d'indicateurs qu'on a mis là. Mais cette déchalutisation, il faut l'organiser. Si on veut que la production baisse pas, il faut inventer les nouveaux métiers, il faut les mettre en place. Ça va prendre du temps. Donc, oui, la déchalutisation, je ne sais pas si à la fin elle sera totale, mais elle va s'étaler sur 1, 2, 3 décennies. Ça fait partie des co-constructions qu'il faut avoir avec les acteurs, discuter avec les acteurs. Et ça dépend aussi, en effet. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Non, je voulais juste compléter en disant que souvent les transitions se font avec les nouvelles générations, hein. Donc, ce qui est important à regarder là aussi, c'est la pyramide des âges. Alors, c'est pas très simple parce que finalement, le métier de marin-pêcheur, en fait, on peut le faire pendant quelques années, en sortir, en revenir. C'est pas comme dans l'agriculture où généralement un agriculteur il reste sur une terre assez longtemps, voire toute sa vie, et donc en fait les transitions elles se pensent sur vraiment des échelles longues. Sur la pêche, il y a peut-être un peu plus mais ça reste à confirmer, hein. Il y a peut-être un peu plus de mouvement. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand même les retraites des pêcheurs, elles interviennent plus vite
que la moyenne des… voilà, il y a quelqu'un qui écrit là, donc voilà, c'est exactement ce qui vient d'être écrit. Si effectivement il est confirmé que 50% des patrons pêcheurs seront partis dans moins de 10 ans à la retraite, bon, à la fois, il y a deux scénarios. Il y a le scénario « ils ne sont pas remplacés ». Bon, bah là, en fait, ça conforte l'idée que les choses ne vont pas s'arranger. Ou alors, c'est plutôt un appel d'air pour éventuellement avoir des nouvelles pratiques. Auquel cas, en fait, voilà, il peut y avoir des changements. Voilà, c'est vraiment pour répondre à la question, c'est quoi l'échelle de temps? L'échelle de temps, c'est un peu l'échelle de quand les uns partent, d'autres arrivent avec potentiellement pas justement toute cette histoire qui fait que c'est très très difficile après 20 ans ou 30 ans de travail de faire changer les habitudes des personnes et généralement ça se passe pas bien, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être une opportunité. Oui, j'ai vu que Philippe Calonne avait partagé une documentation scientifique sur les temps justement de réparation, de restauration des écosystèmes après le passage d'un chalut. Il y en a beaucoup. On a aussi un commentaire qui dit « Mais la capturabilité de toutes les espèces n'est pas la même avec tous les engins de pêche, ou pas au moins avec les mêmes rendements, y compris économiques. » Donc, je pense que ça fait aussi partie de l'effort que vous voulez faire, Didier et Harold, sur justement la possibilité de regarder ce qu'on peut attraper dans quelle zone, avec quels engins, non? Oui, absolument. Et puis alors, moi, je pense qu'il y a des endroits où on sait que la substitution d'engins, elle est possible techniquement, sans très grand changement. Enfin, quand je dis ça, j'ai en tête la question de l'exploitation des langoustines, dont on sait qu'elles sont exploitées aujourd'hui au chalut, et on sait que d'autres pays l'exploitent au casier et en tirent des bénéfices économiques beaucoup plus importants, avec des coûts et des empreintes beaucoup plus faibles. Donc là, je dis pas que ça peut se faire d'un claquement de doigts, mais c'est une question de quelques années. Réinventer une pêche à la ligne ou peut-être au casier, des poissons de fond. Bon, on a pêché les morues pendant des siècles avec des casiers. C'est effectivement plus compliqué mais fondamentalement parce que les niveaux de ressources sont aujourd'hui faibles, les densités sont faibles, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces engins alternatifs sont pas forcément rentable, encore que, quand l'engin alternatif s'appelle chalut et que le prix du gasoil monte, il n'est pas non plus rentable. Donc voilà, donc j'attire votre attention là-dessus. C'est vrai que, voilà, pour réinventer des pêches douces sur un certain nombre d'espèces, eh bien, ça va prendre un moment et ça va probablement passer par une phase intermédiaire qui est de commencer par reconstituer des ressources en meilleurs états. C'est parce que les ressources sont en très mauvais état qu'on est un peu obligé de les pêcher aujourd'hui au bulldozer et que tout d'un coup, on est dans une impasse en se disant le bulldozer, ça marche plus du point de vue de l'environnement, du CO2, de la biodiversité, tout ça. Donc voilà. Donc si on augmente les maillages, ce qui est une des choses qu'on va regarder, eh bien, on sait qu'on peut reconstituer des ressources en meilleur état, que ça contribue déjà à améliorer les empreintes et que ça ouvre à moyen terme des perspectives d'un autre saut qualitatif et quantitatif très important qui est du coup de revenir à des méthodes de pêche moins impactantes. Et si je peux compléter pour la partie strictement économique, en fait, ce qu'on voit quand même, et c'est peut-être un des résultats les plus saisissants, c'est cette création de rentabilité artificielle par des subventions qui sont liées à la détaxe. Alors, on le sait, la détaxe, on ne va pas revenir dessus tout de suite. Ça, ce n'est pas un sujet. Ça créerait des problèmes de compétitivité. Bon, bref. Pour autant, il peut quand même être assumé que on reconnaisse que c'est lié à voilà, ils sont sous subvention. Ces flottilles sont sous subvention, elles survivent de manière artificielle. Donc évidemment, à terme, ce n'est pas quelque chose qui peut rester comme souhaitable. Donc en fait, j'en reviens à la question, c'est est-ce que économiquement, aujourd'hui, au niveau capturabilité et quelque part rendement pour un prix donné, parce qu'en fait, effectivement, il y a la question du prix au consommateur qui est une grosse question. C'est pas du tout simple de répondre à cette question si on n'enlève pas la partie subvention du prix. Et donc, ça, c'est quand même un exercice qu'on peut essayer de faire, là aussi, avec les moyens dont on dispose.
Par ailleurs, enfin, là, pour le coup, je vais citer l'UMR où je travaillais il y a quelques temps, et pas en tant qu'économiste des pêches, mais en tant qu'économiste de la biodiversité. Mais j'avais des collègues économistes des pêches qui travaillaient déjà à l'époque sur des substitutions, notamment à la langoustine, hein, entre chalut versus casier. Qu'est-ce que ça donnait, cette conversion-là, et quelles étaient la rentabilité économique de ces types d'hypothèses, hein. Donc ça, c'est des choses vraiment sur lesquelles il faut pouvoir s'appuyer aujourd'hui pour commencer à regarder, en fait, c'est quoi le réalisme économique de ce type de scénario, quoi. Là, on a encore Céline Le Guenec qui dit il manque une analyse en termes d'occupation de l'espace qui se réduit grandement et qui pourtant est fondamentale. C'est clair, mais ça, je crois qu'on a déjà dit que cette étude est un bilan d'étape. Ce n'est pas une vision exhaustive qui répond à l'ensemble des questions qui se posent au secteur de la pêche, de toute évidence. C'est un point de départ, pas un aboutissement. Et ensuite, on a ne pas oublier que l'Europe a la spécificité d'avoir un grand plateau continental, contrairement à d'autres secteurs dans le monde, surtout dans des espaces côtiers fragiles. Oui, donc on est d'accord. Je pense il me semble qu'il y a une forme d'amenuisement des questions. Ah, quoique. Non, c'est moi qui remets juste les rapports, je pense. Ah, non, si, il y en a bien une nouvelle. D'accord. C'est le choix des consommateurs. C'est l'une des solutions, peut-être, de mieux valoriser, de mieux traiter les espèces qui sont moins mises à l'honneur dans la gastronomie. C'est clair qu'il y a tout un travail à faire, hein, sur la consommation et l'aval. Et clairement, ce rapport n'a pas l'ambition de répondre à ces questions-là, qui sont complexes et qu'il faut regarder. Et c'est clairement avec une approche aussi scientifique qu'on va commencer à se pencher sur l'aval. En fait, on n'a pas envie de vous donner des réponses au doigt mouillé, même si on connaît suffisamment le secteur, comme Didier et Harold viennent de le dire, pour pouvoir donner des tendances, faire du doigt mouillé, c'est-à-dire dire en effet, en gros, voilà où on pourrait aller en termes de durée de la transition, etc. Mais ce n'est pas encore fondé sur des scénarios. Et donc, l'étape qui s'ouvre aussi, en plus de compléter la vision scientifique, c'est quand même de se dire, voilà, construisons ces scénarios de transformation. C'est-à-dire combien de temps, à quelles conditions, pour aller où? Où est-ce qu'on peut attraper des espèces? Sur quel secteur maritime on peut attraper des espèces avec d'autres méthodes de pêche? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec les professionnels du secteur dans des espaces de concertation auxquels on va vous inviter dans les semaines et les mois à venir à contribuer et à participer. Voilà, je pense qu'on peut peut-être conclure, car on a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais ce n'est pas grave, c'est formidable que vous ayez été nombreux à participer. Merci pour vos échanges et d'avoir rendu ce chat très dynamique. Merci évidemment aux chercheurs et à Léna pour la coordination de ce travail, à l'ensemble des partenaires du groupement de recherche qui a vocation à s'élargir, de toutes vos contributions enrichissantes. Voilà. Un grand merci et on se dit donc à très bientôt puisqu'on a récupéré vos coordonnées. On pourra donc vous inviter à continuer ces échanges dans un avenir très proche. Une belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Et on vous remet Au les revoir. rapports, le lien vers les rapports dans le chat. Merci. Merci, au revoir.